Il vient d'éveiller ses pouvoirs et élimine des centaines de gobelins facilement. Lors de l'examen de chasseur, il récolte de l'aura et élimine un ORC si facilement que l'instructeur veut l'avoir dans l'équipe. Contre un boss, il est le seul à défendre toute la troupe et à le battre en solo. Il est vénéré comme le nouveau dieu des débutants. La célébrité n'est qu'une question de temps pour lui. Son pouvoir est immense et son corps parfait. Et le plus étrange, c'est qu'il est le seul à pouvoir devenir plus fort à chaque combat en montant de niveau. Tout cela pour traquer et éliminer les 12 chasseurs qui se sont déclarés dieux et ont massacré l'humanité. Il se venge de chacun d'eux. Mais ce n'était pas toujours ainsi. En 2020, des portails se sont ouverts partout dans le monde. Les monstres ont envahi tout. Les sponsors des cieux ont choisi des humains pour des super-pouvoirs. C'est ainsi que les chasseurs sont nés, dont l'un avait une armée immortelle, le Demon King. Il était le seul à pouvoir évoluer en chassant des monstres. Craignant la montée du Demon King, 12 chasseurs se disant dieux l'ont effacé de l'histoire. Après s'être proclamés dieux, ils ont fondé Eden. C'était la nouvelle ère des chasseurs, et ceux sans pouvoir sont devenus esclaves. 100 ans ont passé. Dans un village lointain, un garçon s'entraînait. Son entraîneur espérait qu'un sponsor le remarque, voyant son potentiel et son bon cœur. L'homme peut même ouvrir un inventaire, réservé aux chasseurs. Selon son maître, les parents du garçon ont été tués par des chasseurs. Il a reçu un livre qui lui lisait bébé, relatant les atrocités des chasseurs. Il veut changer cela, mais après des années d'entraînement, rien ne se passe. Il pense même que seuls ceux choisis par les cieux peuvent vraiment devenir chasseurs, mais il se fait alors gifler par son maître, qui lui garantit qu'il deviendra chasseur. Le maître chauve lui demande s'il a perdu ce livre, et bien sûr que non, car c'est le seul souvenir de ses parents, et aussi l'autobiographie du Demon King. Le monde serait meilleur s'il était encore en vie. Soudain, quelqu'un les observe de loin et déclare avoir trouvé ce qu'il cherchait avant de lancer une attaque. Le maître chauve a vu que l'attaque toucherait les deux, mais il a poussé le garçon, qui s'est écrasé contre un arbre et a été touché. La femme descendit au sol et observa le garçon. Qu'un chasseur soit là n'avait aucun sens. Elle lui ordonne de s'agenouiller, et il obéit, incapable de contrôler son corps. Un flou surgit des arbres, et plusieurs chasseurs apparurent. Tous saluent la dirigeante d'Éden, Lady Athéna, l'une des plus puissantes. Pourquoi l'une des 12 fondatrices d'Éden est-elle ici? L'ordre est de trouver l'homme chauve, et ils partent tous à sa recherche. Elle ne sent même pas de mana venant de lui. Le garçon a très peur qu'elle découvre l'autobiographie du Demon King dans sa poche. En l'appelant un verre, elle s'apprête à partir, ce qui le soulage. Il pense être en sécurité, mais la fille, juste devant lui, dégage une forte aura et dit qu'il y a un peu de mana dans sa poche. En plus de cela, son cœur s'emballe et il a du mal à respirer, craignant qu'elle découvre ce qu'il cache. Elle utilise un mot divin pour lui ordonner de le montrer, et son corps obéit. En sortant l'objet, il dit que ce n'est qu'un livre. La fille le prend, et il sait qu'il sera effacé avec tout son village. Pourquoi Que fait-il? Pourquoi tu me harcèles? Soudain, le livre s'enflamme et fonce vers elle. Le bouclier d'Athéna le bloque, mais l'impact révèle la vérité. C'est l'autobiographie du Demon King. Bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi un esclave là, elle tente de le saisir. Juste au moment où elle tend la main, Xiongyu, presque indemne, crie son nom et la heurte, en voyant Athéna voler et saisissant le livre. Au moment où le garçon le voit, il éclate en larmes, et Xiongyu demande pourquoi un homme adulte pleure. Même maintenant, il dit au garçon qu'il a bien tenu. Mais le garçon ne peut que demander qui il est vraiment et comment Xiongyu a réussi à frapper Athéna, l'une des 12 soi-disant dieux. Mais Xiongyu dit qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il ne s'attendait pas à ce qu'Athéna le retrouve si vite, puis lui rend le livre. Il lui demande s'il veut vraiment changer le monde. Puis il révèle que les chasseurs tuent des dieux et règnent sur les humains. Les gens sans pouvoir, comme le garçon, vivent comme du bétail. Il lui demande alors directement, si tu avais le pouvoir de changer le monde, un pouvoir égal à celui des 12 souverains, l'utiliserais-tu vraiment? Soudain, Athéna attaque à nouveau, furieuse d'avoir été humiliée, en criant pour Andel. Xiongyu dit au garçon qu'il doit choisir maintenant, car il ne peut plus retenir Athéna. Face au danger, le garçon parle enfin de tout cœur. Oui, je veux changer le monde si je le peux. En entendant cela, Xiongyu esquisse un sourire et plante son épée dans sa poitrine. Le garçon, choqué, écoute Xiongyu lui dire, si tu me retrouves là-bas, sois gentil. Je viens de te transpercer le cœur. L'épée lui brille, son corps se désintègre et il crie Andel. Juste avant d'être téléporté. Tout devient blanc et un message apparaît. Le contrat sera exécuté. Il se poursuit. Selon le contrat, le Sky of Apocalypse te sponsorisera. La scène change et le garçon se retrouve sur un flanc de montagne rocheux, totalement indemne. Il n'a pas de blessure à la poitrine, malgré le coup de couteau, et il ne comprend pas comment. Il se sent différent, plus fort. La voix étrange a dit qu'elle le sponsoriserait. Se demande-t-il s'il est devenu chasseur? Il regarde autour de lui, cherchant à comprendre où il est. L'endroit est imprégné de la magie qui coule en lui.
Il pense être dans un donjon de portail quand il entend des pas. Il se cache derrière un rocher pour voir. Celui qui fait du bruit est un gobelin. Cela le confirme, il est bien dans un donjon de portail. Les gobelins, bien que considérés comme les monstres les plus faibles, sont mortels. On les appelle même des tueurs de chasseurs débutants à cause de leur odorat et ouïe aiguë, et leur chasse en meute. Le garçon reste caché, espérant qu'il passe. Malheureusement, la chance n'est pas de son côté. Le gobelin sent son odeur et commence à le traquer. Il n'a que deux choix, se battre ou mourir. Il se souvient des conseils de Sayangu et se demande si ça va marcher. Il prend une pierre et la lance sur le gobelin, le distrayant un instant. Il se précipite, saisit la main armée et décapite le gobelin d'un coup rapide. La tête s'envole et le garçon reste choqué. Il voulait juste frapper et voler l'arme. Cela le fait douter de son nouveau pouvoir. Est-il vraiment devenu chasseur? Un autre message apparaît. Le Sky of Apocalypse te surveille, ce qui le surprend, car c'est le même être qui a sponsorisé le Demon King. Soudain, une horde de gobelins armés et blindés charge vers lui, les yeux assoiffés de sang. La vue le laisse ébranler. À l'arrière se tient un chef gobelin, le boss du donjon. En le voyant, il lâche que c'est fini. Il vient d'éveiller ses pouvoirs et ne peut pas tous les battre. Avant de céder, il se souvient de quelque chose. Il pense à la ville où Athéna l'a attaqué et à la promesse qu'il a faite avec Xiangyu, ainsi qu'à l'avenir en lequel son mentor a cru. Cela le pousse à survivre. Serrant les dents, il se dit qu'il ne peut pas mourir ici. Pas avant de changer ce monde pourri. Il se prépare et prend sa position. Le Sky of Apocalypse regarde, et c'est sa seule chance de prouver qu'il mérite un sponsor. Un autre message apparaît, disant que le Sky of Apocalypse est touché par son esprit. Puis la bataille commence. Avec son esprit déterminé, il charge droit dans la foule et les abat un par un. Les gobelins l'assaillent de tous les côtés, mais sa maîtrise de l'épée les découpe rapidement. Il monte de niveau et se souvient de Xiangyu le qualifiant de génie. Le combat atteint son paroxysme. Il monte de niveau encore et encore, et même blessé, il continue à se battre. Enfin, il ne reste que le chef gobelin. Mais le boss ne lui laisse pas le temps de respirer. Avant qu'il finisse de parler, le monstre attaque de toutes ses forces, et il bloque à peine. Même si c'est un gobelin, c'est un monstre boss, et les chasseurs doivent généralement être au moins de rang C pour en venir à bout. Un chasseur nouvellement éveillé est seulement de rang F, peut-être eux. Alors, il se demande s'il peut vraiment gagner. Juste quand sa détermination faiblit, il remarque quelque chose à proximité. Une lance. Il la saisit et déclare qu'il parie sa vie. Sa détermination touche son sponsor, et d'autres messages apparaissent. Le Sky of Apocalypse applaudit et soutient ta décision. Puis un autre arrive. Le Sky of Apocalypse te donne l'autorité sur le feu. Son pouvoir augmente encore. La lance, arme du Demon King, est celle qu'il maîtrise le mieux. Avec cette autorité, sa peur s'estompe. Des flammes s'étendent sur la pointe de la lance, et il se lance sur le boss avec toute sa force. Le chef gobelin charge aussi, mais le garçon porte un coup parfait et fait un énorme trou dans son corps. Il monte de niveau, mais la lance se brise. Pourtant, il a survécu. Haletant, il dit qu'il a réussi, mais s'effondre d'épuisement. Plus tard, un groupe de chasseurs arrive et découvre une montagne de cadavres de gobelins, se demandant qui a tué tant de créatures, y compris un chef gobelin. En fouillant le donjon, il découvre le garçon, à peine vivant. En se précipitant pour l'aider, un message apparaît, le Sky of Apocalypse s'intéresse à toi. Puis, l'histoire revient à l'hôpital, où il se réveille enfin. Il est branché à un respirateur et à des perfusions de potions de guérison, prouvant que ce n'était pas un rêve. Il a vraiment été attaqué par Athéna, poignardé par Xiangyu et jeté dans un donjon, où il a combattu une armée de gobelins. Il se redresse, se demandant si des chasseurs l'ont sauvé après avoir nettoyé le portail. Une infirmière lui dit de ne pas bouger et lui demande comment il se sent. Elle explique que des chasseurs de la Ligilt l'ont trouvé et amené ici. Sans eux, il ne serait pas survécu. Mais un détail le perturbe. Ligilt? L'infirmière confirme et dit que ses blessures étaient graves. Elle lui dit de se reposer, car quelqu'un de l'association viendra bientôt. En se dirigeant vers la porte, il l'arrête, inquiet, et lui demande quelle année nous sommes. L'infirmière pense que sa mémoire est confuse et répond simplement. C'est 2022. Cette réponse le laisse stupéfait. 2022. 100 ans avant sa naissance. Pour lui, 2020 était l'année où les portails sont apparus, et 2022 marquait le début de l'essor des chasseurs spéciaux, l'âge des héros. Il se souvient de sa dernière discussion avec Sidongu, qui disait que les chasseurs se prendraient pour des dieux et traiteraient les humains normaux comme du bétail. Pour lui, c'est une chance. Alors, il arrache les machines qui le relient et sort du lit. Cette époque est différente. Avant, il fallait la sélection d'Éden pour devenir chasseur. Maintenant, les sponsors sont très actifs, créant de nouveaux joueurs. Même quand l'infirmière lui dit de ne pas bouger, il répond qu'il se sent bien et demande où sont les toilettes. Surprise, elle lui montre le chemin, et en entrant, il réalise qu'il est dans un corps différent, beaucoup plus grand et musclé. Certaines de ses anciennes caractéristiques demeurent, mais il se sent comme une personne complètement différente. Puis, quelqu'un l'appelle. C'est Kim So-jung de l'association, venu l'interroger.
Il s'assoit et Kim dit qu'il doit éclaircir la situation et demande des nouvelles du garçon. Après son arrivée, l'association a cherché des infos sur lui, mais comme il n'est pas de cette timeline, il n'y a aucun dossier. Il dit que sa mémoire est floue, ce qui est crédible puisque l'infirmière l'a déjà dit. Il donne seulement 2 détails. Il a 23 ans et s'appelle Lee Jong-young. Ce n'est pas son vrai nom, mais celui qui lui est venu à l'esprit. Le nom du Demon King s'est mélangé au sien, et il ne sait pas pourquoi. Kim lui demande ce qui s'est passé dans le portail. Lee Jong-young dit qu'il n'a entendu qu'une seule chose à l'intérieur du portail. « Je vais te sponsoriser ». Cela choque Kim. Il dit que Lee Jong-young a probablement éveillé ses pouvoirs de chasseur et lui demande ce qu'il sait à leur sujet. Lee Jong-young explique que les chasseurs sont des personnes spéciales choisies par des êtres transcendants. Kim le remercie et dit que l'association le recontactera. Avant de partir, il s'incline et lui dit qu'il est maintenant important. Il demande aussi l'aide de Lee Jong-young à l'avenir. Après le départ de Kim, Lee Jong-young le regarde et pense qu'il a l'air d'une bonne personne. Seul, il ouvre sa fenêtre d'état. Il explique que c'était le plus grand trait du Demon King, la raison pour laquelle les 12 héros le craignaient et pourquoi il est devenu plus fort que les autres chasseurs. C'est aussi pourquoi ils ont voulu effacer toute trace de lui d'Éden. Le Demon King n'était pas un chasseur normal, mais un joueur qui devient plus fort en chassant avec son propre pouvoir. Et maintenant, Lee Jong-young dit qu'il est aussi un joueur. Plus tard, la même infirmière le félicite d'être devenu chasseur. Il la remercie, mais se demande si c'est si important. Elle lui répond que oui, devenir chasseur, c'est comme gagner à la loterie. Même les rangs F gagnent plus que les normaux. Et ils ne se contentent pas de combattre des monstres. Ils peuvent être forgerons, fabriquer des armes puissantes ou être gardes du corps pour les riches. Lee Jong-young le sait déjà, et c'est que ceux qui n'ont pas été choisis ont perdu même leurs petits droits. Il fait une triste mine et demande s'il y a vraiment tant à célébrer. L'infirmière lui remet un sac que Kim a laissé, ses vieux vêtements étant ruinés. Elle le félicite pour sa sortie, et il sort. Dehors, il observe la ville. C'est l'âge des héros. À son époque, une personne sans pouvoir comme lui n'aurait même pas pu être ici. Maintenant, la ville paraît paisible et vivante. Kim So-young s'approche de lui et l'appelle. Il demande à Lee Jong-young de venir à l'association. Comme il n'a pas de souvenirs, il doit être enregistré correctement, et ils peuvent lui trouver un logement. Kim précise que des cas comme le sien sont très rares. Il le félicite aussi. Lee Jong-young est classé C, ce qui est rare en Corée. Kim lui dit de monter dans la voiture et qu'il expliquera le reste après l'enregistrement. Lee Jong-young accepte et le suit. Ils arrivent à l'association des chasseurs. La plupart des chasseurs éveillés sont classés E ou F, mais ceux qui obtiennent un meilleur score, comme Lee Jong-young, sont considérés comme prometteurs et suivis de près. Après les formalités, il l'emmène à son logement. Kim ouvre la porte, et Lee Jong-young, stupéfait, est ému et submergé. Kim lui demande s'il aime l'endroit. Lee Jong-young le remercie rapidement, disant qu'il adore. Pour lui, c'est un grand jour. Sa chance l'a enfin conduit à devenir chasseur, comme posséder une maison pour la première fois. Puis Kim ajoute que quelqu'un veut le rencontrer, ce qui envoie un frisson dans le dos de Lee Jong-young. Il n'a aucune connexion ici, alors il attrape Kim et demande qui c'est. Kim, surpris, répond que c'est l'homme qui l'a sauvé, le maître de la guilde Lee. Il précise que Lee Jong-young peut refuser la rencontre, mais il accepte tout de suite. Peu après, il rencontre le maître de la guilde, qui n'est autre que Shang-gu. Lee Jong-young fixe involontairement Sun Crane Chauve. La vraie surprise, c'est de le voir si tôt dans sa nouvelle vie, lui qui l'a vraiment valorisé. Shang-gu demande s'ils se sont déjà rencontrés, trouvant le visage de Lee Jong-young étrangement familier. Pour garder l'illusion, Lee Jong-young répond qu'il ne se souvient pas, ayant perdu ses souvenirs en s'éveillant. Il s'incline et remercie Xiang-gu de lui avoir sauvé la vie. Xiang-gu n'est pas un homme ordinaire. C'est le héros destiné à fermer d'innombrables portails et à sauver des gens, censé être mort dans la timeline originale de Lee Jong-young. Cette nuit-là, il s'allonge dans son lit pour s'habituer à son nouveau corps. C'est réel, mais quelque chose semble étrange. Bien que son corps ait beaucoup changé, il a toujours les mêmes marques aux mêmes endroits. Il ouvre sa fenêtre d'état et relit « Héros oubliés ». Le chasseur le plus fort et unique. Lu Demon King. Un joueur. Comment ai-je obtenu ce pouvoir? Se demande-t-il. Un joueur est un pouvoir sponsorisé par le ciel de l'Apocalypse. Maintenant qu'il est l'élu, que devient le véritable Demon King? Lee Jong-young n'a pas de réponse et sait encore trop peu de choses. Il sait juste qu'il est revenu dans le passé et a gagné un très puissant. J'ai gagné du pouvoir, dit-il. Le pouvoir de changer le monde. Quelques jours après, l'association des chasseurs organise un cours pour les chasseurs nouvellement éveillés. Lee Jong-young y est aussi, dormant dans un coin. Puis un homme en costume noir entre et se présente, Bae-san-so. Il annonce qu'il dirigera le tutorat. La classe s'emballe. Bae-san-so, chasseur de rang B, suscite des interrogations sur sa présence dans une classe pour débutants. Certains pensent que l'association surveille un rookie spécial. Et cette personne est clairement Lee Jong-young, mais les autres se persuadent que cela pourrait être eux. Ils pensent que c'est leur chance d'attirer l'attention d'une grande guilde ou de l'association. Bae-san-so présente le programme.
D'abord un séminaire sur les chasseurs, puis un test de combat où chaque débutant choisit une arme. Il demande comment les chasseurs sont créés. Un rookie répond qu'ils le sont grâce à un parrainage d'un être transcendant. Bessenso le félicite et précise qu'un chasseur a un trait spécial défini à l'éveil, mais peut continuer à devenir plus fort. Il demande comment. Une chasseuse se lève et explique qu'ils peuvent obtenir des objets ou compétences puissants de leur sponsor, en fermant des portails ou en gagnant sa faveur. Bessenso la félicite, disant qu'elle est bien informée. Puis son ton devient sérieux en posant la vraie question. Que veulent vraiment les sponsors? Personne ne répond. La pièce se tait, et Bessenso n'est pas surpris. Chaque chasseur se le demande, mais personne ne sait la vérité. Il remarque alors une personne dans le coin qui ne semble pas s'en soucier. C'est Lee Jong-young, qui regarde par la fenêtre. Bessenso l'interpelle et lui demande de deviner. Il dit qu'il n'y a pas de réponse confirmée, juste l'avionnette de Lee Jong-young. Ce dernier répond, divertissement. Cela choque toute la classe, y compris Bessenso, qui lui demande d'expliquer. Lee Jong-young explique que les sponsors choisissent un personnage, les font chasser des monstres et les regardent devenir plus forts, comme dans un jeu vidéo. Bessenso est déconcerté, mais pour Lee, c'est la théorie du Demon King. Cela pourrait même être le plus grand secret du sponsor, puisque le Demon King a été tué malgré son immense pouvoir. Le séminaire se poursuit et il passe au test de combat. Une chasseuse s'avance avec une épée. Le combat commence et le monstre est libéré, chargeant immédiatement vers elle. La fille fonce et frappe fort, mais le gobelin esquive rapidement et contre-attaque, la touchant. Elle tombe à un genou, blessée, et le gobelin saute pour un autre coup. Bessenso s'inquiète, mais elle refuse d'abandonner. Elle surprend le gobelin et remporte le match, bien qu'elle soit épuisée et blessée. Bessenso la félicite et lui dit qu'elle a réussi, puis l'envoie au tour suivant. Maintenant, c'est au tour de Lee Jong-young, qui entre avec une lance et un bouclier. Même Bessenso trouve ce choix d'arme intéressant. Lee Jong-young se rappelle qu'il doit réussir pour l'examen de graduation de demain, et que ses avantages augmenteront s'il performe bien. Mais Bessenso a une mauvaise nouvelle. Tous les gobelins sont morts. Bien sûr. L'examen doit donc utiliser un autre monstre. Bessenso répète à Lee Jong-young qu'il n'a pas besoin de le tuer, il jugera le résultat lui-même. Il précise que le monstre a été lavé de cerveau et ne causera pas de dégâts mortels, et qu'en tant que chasseur de rambé, tout sera sous contrôle. Ensuite, il demande à Lee Jong-young s'il est prêt. Un peu incertain, il acquiesce, pensant qu'il s'agira d'un kobold de niveau gobelin. Il s'est trompé. Au début du duel, Bessenso lui dit que son idée sur les sponsors est intéressante et espère qu'il ne le décevra. Puis l'adversaire de Lee Jong-young apparaît, un ORC. Un énorme monstre vert entre dans l'arène. Normalement, les chasseurs doivent être au moins de rang C pour l'affronter, car il est bien plus fort qu'un homme adulte et a une endurance incroyable. Les autres stagiaires paniquent. Un ORC dans un test de tutoriel, c'est rare. Mais Bessenso précise que ce n'est pas tout à fait vrai. Un chasseur de rang B a déjà combattu un ORC pendant l'entraînement. Il a gravi les échelons comme une comète et est maintenant l'un des plus puissants. Lee Jong-young est un chasseur de rang C qui a vaincu un chef gobelin seul dans une porte de rang D. Pour un nouveau chasseur, l'association ne peut l'ignorer, dit Bessenso, impatient de voir la suite. Puis un message apparaît, le ciel de l'apocalypse vous surveille. À cela, Lee Jong-young se concentre. Alors qu'il se renforce, l'ORC charge. Mais Lee attaque d'abord, enfonçant sa lance rapidement dans l'épaule de l'ORC. En voyant son coup porté, Lee Jong-young devient un peu trop confiant. Il pense que le lavage de cerveau a rendu l'ORC assez stupide pour charger, rendant cela plus facile que prévu. Mais en essayant de retirer la lance, le monstre ne lâche pas et commence à frapper avec l'autre main. Malgré cela, Lee Jong-young bloque avec son bouclier, même si chaque coup lui cause un choc. Les autres stagiaires paniquent et pensent que l'examen devrait être arrêté, tout comme Bessenso. Son premier coup était net, mais c'est toujours un monstre. Il a baissé sa garde, réalise Bessenso, et se prépare à intervenir. Mais avant de le faire, il remarque quelque chose. À ce moment critique, Lee Jong-young lâche la lance et esquive les coups de l'ORC, puis enchaîne avec un coup de pied circulaire à la tête, le faisant reculer. Ces quelques secondes suffisent à Lee Jong-young pour agir. Appelant son autorité sur le feu, il se rue à nouveau. Avec son bouclier enflammé, il frappe l'ORC à la tête et écrase son crâne d'un coup. Tous sont stupéfaits. Était-ce vraiment un débutant? Ils peinent à réaliser ce qu'ils viennent de voir. En battant un ORC à l'entraînement, Lee Jong-young gagne instantanément le respect des autres. Dans l'arène, Bessenso est tout aussi choqué. Était-ce une compétence? Un chasseur apprenant juste après l'éveil, c'est presque inconcevable. De plus, Lee Jong-young n'a même pas utilisé de formule, ce qui pousse Bessenso à penser qu'il s'agit d'une compétence de haut rang. Il n'a jamais vu ça. Pendant ce temps, le bouclier de Lee perd toute sa durabilité à cause de l'autorité, comme sa lance contre le chef gobelin. En ramassant sa lance, d'autres messages apparaissent. Vous avez monté de niveau.
Votre compétence autorité sur le feu est maintenant au niveau 2. En voyant cela, Bae-Sanso sait qu'il doit le ramener à l'association. Il intervient, félicite Lee Jong-young et dit qu'il a réussi avec brio. Lee Jong-young le remercie, mais pense à son pouvoir. L'autorité sur le feu est le pouvoir de base du Demon King, lié au trait-joueur. Ce n'est pas une compétence, mais une autorité, explique-t-il. Contrairement aux compétences, les autorités croissent par parrainage et entraînement. Mais peu importe sa force, cela ne sert à rien si l'arme ne peut pas le supporter. Il décide donc de trouver une arme en métal assez robuste. Cette nuit-là, après l'examen, Lee Jong-young retrouve Sang-gu et Kim, qu'il a invités chez lui pour une petite fête de crémaillère. Bae Sang-gu se sent mal à l'aise et se demande s'il peut visiter le logement de l'association, mais Lee Jong-young lui assure que c'est bon, qu'ils font juste une fête. Ils mangent de la nourriture à emporter, discutent du tutoriel et de l'examen final, et Lee Jong-young apprend que Kim est son agent pour l'instant. En plus, Kim est en fait une fille. Alors qu'il parle, Sang-gu demande à Lee Jong-young de reconsidérer son offre, disant qu'il pense qu'il ferait une erreur en le laissant partir. Kim, qui écoute, ajoute que c'est une belle opportunité pour Lee Jong-young, mais il refuse toujours. Cela dérange Sang-gu, qui demande pourquoi, ne comprenant pas la décision. Lee Jong-young répond qu'il ne veut rejoindre aucun groupe pour l'instant, mais qu'il aidera Sang-gu si besoin. En réalité, il doit être prudent pour réaliser son plan d'améliorer le monde. S'il se rapproche trop de Sang-gu, cela pourrait être dangereux. Sang-gu laisse donc tomber et dit qu'il s'en souviendra. Les deux partagent ensuite un moment chaleureux, tandis que Kim, confuse, se demande comment un nouveau chasseur peut aider le maître de Gilda. Cela nous mène à l'examen de graduation du tutoriel, où ceux qui ont réussi doivent entrer dans un donjon. Avant le début, Bae-Sansu s'avance pour expliquer le test. Il se déroulera dans le donjon, mais pas de souci, le chasseur de Ranbei sera avec eux. Il leur dit « J'entrerai aussi ». Pour les calmer, il libère une partie de son aura, provoquant un frisson chez tous, prouvant qu'ils sont en sécurité. Cependant, ce pouvoir est terrifiant. Lee Jong-young, surpris par la pression, remarque que la magie de Bae-Sansu écrase tous les présents. Bae-Sansu dit qu'ils commenceront quand les soldats auront fini de rassembler les fournitures. Peu après, les débutants entrent dans leur premier donjon. Lee Jong-young sent que l'air est désagréable. Bae-Sansu explique que l'air des donjons est chargé de particules magiques denses. Une fois tous à l'intérieur, il commence le test et demande aux débutants de suivre ses ordres si des monstres apparaissent. Ils avancent plus profondément et rencontrent rapidement un groupe de gobelins qui les remarquent. Bae-Sansu ordonne une contre-attaque et envoie d'abord 2 débutants. Il montre ce qu'ils peuvent faire et tue les gobelins. Puis il appelle 2 autres, et il coupe aussi facilement leur cible. Après cela, il appelle Lee Jong-young, qui bondit en avant à une vitesse incroyable. Même les autres sont choqués, s'exclamant sur sa rapidité. Lee Jong-young se précipite et abat plusieurs gobelins d'un coup rapide et précis. Cela ressemble au donjon qu'il a nettoyé avant. Les corps tombent un à un. En quelques secondes, il anéantit le groupe, laissant tout le monde stupéfait. Les autres participants se demandent si Lee Jong-young est vraiment un chasseur nouvellement éveillé et pourquoi il est dans le tutoriel. Bae-Sansu trouve ses compétences d'armes incroyables, au niveau d'un chasseur de Ranbei. Il regrette qu'In 4 ait laissé filer un tel talent et veut maintenant Lee Jong-young à ses côtés. Pendant ce temps, Lee Jong-young monte encore de niveau. Après le combat, le groupe s'enfonce dans le donjon et atteint bientôt la salle du boss. Avant d'entrer, Bae-Sansu les prévient que ce qui va suivre sera bien plus dangereux que combattre des gobelins. Il leur demande de rester vigilants et de se déplacer prudemment. Avant l'apparition du boss, ils doivent s'organiser, boire leurs potions et vérifier leurs armes et armures. Le groupe s'exécute. Pendant que tout le monde se prépare, Lee Jong-young reste immobile, pensant au Demon King et à son pouvoir spécial, le joueur. Avant qu'il ne puisse tester ce pouvoir, il a été tué par les 12 héros. Lee Jong-young se dit que si le Demon King avait progressé plus vite, cela ne serait pas arrivé. Alors que ses pensées l'assaillent, sa détermination se renforce. Il jure d'utiliser tout son savoir pour dépasser les 12 héros d'Éden plus vite que quiconque. Il regarde son autorité sur le feu et la cache rapidement. Peu après, les nouveaux chasseurs sont prêts à entrer dans la salle du boss. Bae-Sansu prend les devants et demande à rester proche. Dès qu'ils entrent, ils sentent que quelque chose ne va pas. Une vague de magie les frappe, provoquant peur et panique. Sachant que leurs vies sont en danger, Bae-Sansu crie à tous de reculer vers la porte. Mais le monstre caché ne les laissera pas s'échapper et tire des boules de feu rapides sur les chasseurs en fuite. Malheureusement, Bae-Sansu est dans la ligne de tir avec les débutants derrière lui. L'attaque va frapper, et s'il esquive, les novices en subiront les conséquences. En une fraction de seconde, il prouve qu'il est l'un des meilleurs chasseurs. Il plante ses pieds et utilise sa compétence, VPS Fan. Il dévie l'attaque, protégeant ainsi les chasseurs derrière lui. Quand la fumée se dissipe, Bae-Sansu est toujours debout, dague en main. Il admet que l'explosion était si forte qu'il n'a pas pu tout bloquer.
Il se tourne vers les autres et est soulagé de voir que Lee Jong-young a bloqué le reste de l'attaque. Bae Sang-su le félicite, mais Lee Jong-young répond que c'était grâce à Bae Sang-su. Un nouveau message apparaît. Le Sky of Apocalypse vous demande d'éliminer l'archimage gobelin. Un sorcier gobelin flotte dans les airs, ses yeux brillent d'un rouge sang. Les novices paniquent, un archimage est au niveau d'un chasseur de rang B. Réalisant que cela ne devait pas arriver et que la porte a été mal évaluée, il décide de fuir. Bae Sang-su est d'accord, car même en tant que chasseur de rang B, vaincre un tel monstre ne sera pas facile. Il dit à tous de sortir et de contacter l'association. Mais Lee Jong-young intervient et déclare qu'il veut se battre seul. Cela choque tout le monde. Même Bae essaie de l'arrêter, le mettant en garde. Il sait que Lee Jong-young a battu des gobelins et un ORC, mais c'est différent. L'archimage utilise la magie, pas la force brute, et ses sorts rivalisent avec ceux des chasseurs de rang B. Lee Jong-young le sait déjà et connaît tout sur le monstre, ses compétences et son niveau de puissance. Il sait donc comment le battre. Il fait remarquer que les monstres du tutoriel sont pour les nouveaux chasseurs et demande à l'affronter. Bae Sang-su, perplexe face à sa confiance, accepte à contre-cœur. Lee Jong-young s'avance alors, et le combat commence. À l'instant, l'archimage attaque avec une pluie de boules de feu, mais Lee Jong-young les gère aisément. Les autres se demandent comment un novice peut faire ça, mais Bae Sang-su précise qu'il ne les a pas bloqués, il les a absorbés, ce qui le trouble encore plus. Pendant le combat, Lee Jong-young charge droit vers l'archimage, mais il n'est pas facile à atteindre. Avant qu'il ne s'approche, un immense mur de feu se dresse, le coupant complètement. Les spectateurs jugent cela vain. Ils comprennent que le gobelin garde ses distances avec de la magie à longue portée, mais c'est l'archimage qui le sous-estime. Alors que le monstre sourit de loin, Lee Jong-young contrôle les flammes pour les séparer, ouvrant ainsi un chemin. Bae Sang-su n'en revient pas. Tandis que tout le monde est choqué, Lee Jong-young s'avance pour l'achever. Avec son contrôle du feu, il réduit la distance, mais l'archimage tente encore de résister en levant une barrière, sans succès. Face à la force de Lee Jong-young, la barrière se brise. Il enchaîne avec des frappes et tue l'archimage. Le combat se termine, laissant les autres choqués. Ont-ils vraiment vu ça? Ils l'appellent Super Novice alors que tout se calme. Un instant plus tard, un nouveau message apparaît. Le Sky of Apocalypse est impressionné par sa performance. Pour avoir réussi la mission, il le sponsorise, ce qui surprend Lee Jong-young. Il peut maintenant invoquer un avatar. Lee Jong-young laisse échapper un soupir et dit avoir enfin compris le pouvoir qui a rendu le Demon King si fort. Plus tard, à l'association des chasseurs, Bae Sang-su rencontre le président, un vieil homme avec un cache-œil, qui lui demande si cette rencontre concerne l'incident inhabituel qu'il a. Bae Sang-su confirme. Pour lui, Lee Jong-young est peut-être même plus impressionnant que Chi-wo. En entendant tant de louanges pour un novice, le président comprend que le garçon est spécial et demande jusqu'où va son potentiel. Bae Sang-su répond que ce garçon pourrait aider le président à atteindre son objectif, ce qui le ravit. Il lève les yeux vers la lune, souhaitant le rencontrer bientôt. Plus tard, en quittant le donjon, Lee Jong-young croise Sang-gu et Kim. Kim dit qu'elle était inquiète quand la porte est passée de rang E à B, mais Lee Jong-young a l'air bien. Sang-gu lui demande s'il a reçu une offre de l'association, et Lee Jong-young hoche la tête. En flashback, Bae Sang-su lui avait demandé de les rejoindre. En entendant cela, les autres novices sont choqués. Lee Jong-young s'excuse et refuse, disant qu'il ne prévoit pas de rejoindre un groupe. Bae Sang-su, confus, accepte sa réponse. Dans son esprit, Lee Jong-young explique pourquoi. Rejoindre Bae Sang-su l'aiderait à progresser, mais il ne pourrait pas garder son secret. De plus, une personne dangereuse est dans l'association. Il sait qu'il doit éviter de la rencontrer. Puis, une image du président lui vient à l'esprit. De retour au présent, Sang-gu demande à Lee Jong-young quel type de nourriture il aime. Ne sachant pas quoi répondre, il lâche « ramen en tasse ». Sang-gu lui demande alors s'il préfère la viande. Lee Jong-young, salivant, répond avec empressement oui, et se fait entraîner pour un festin de viande. Plus tard dans la nuit, Lee Jong-young retourne dans sa chambre et prend une longue douche pour trier ses pensées. Il se remémore la journée et réalise qu'il devient plus fort, même plus vite que prévu. Il ouvre sa fenêtre de statut et voit qu'il est déjà niveau 11. De plus, le Sky of Apocalypse lui permet de sponsoriser un avatar. Les chasseurs normaux ne peuvent pas invoquer d'avatar. Même parmi les 12 héros, seuls quelques-uns le pouvaient. Grâce au pouvoir du Demon King, Lee Jong-young peut invoquer des monstres comme le Bon Dragon, Balrog. Il se demande s'il obtiendra les mêmes invocations que l'ancien Demon King, puisque tout a correspondu jusqu'à présent. Il décide d'appeler son avatar immédiatement. Le système lui demande confirmation, disant que le Sky of Apocalypse lui a donné une chance. Mais Lee Jong-young a déjà décidé. Invoque, dit-il, et une lumière bleue enveloppe son corps tandis que ses yeux brillent en rouge. Tôt le lendemain, quelqu'un rend visite à Lee Jong-young.
C'est Kim, venu le féliciter. Elle lui montre un article sur un nouveau supernovice, un serrant qui a battu seul le boss d'une porte de rambée. L'article met Lee Jong-young mal à l'aise. Même s'il cache son nom, il sait que les dirigeants de la guilde et de l'association le reconnaissent. Kim lui demande soudain pourquoi il ne l'a jamais dit à elle ou à Xionggu. Les chasseurs sont plus célèbres que des célébrités, mais ça ne l'intéresse pas. Il évite la question et demande un service à son agent, commencer des raids de donjon. Rapidement, Lee Jong-young est de retour dans un donjon, taillant des gobelins sans effort. À ce stade, il les maltraite presque. Même les gobelins de boss ne peuvent l'arrêter. Il les élimine et monte de niveau. Il termine le donjon, mais Lee Jong-young reste mécontent. Après avoir tué le boss et ouvert la porte, rien ne se passe. Il crie, demandant comment il doit utiliser ça. Puis, on voit enfin son invocation, un squelette collecteur d'âmes. Mais pour l'instant, il ne peut pas être ressuscité, car il n'a pas d'âme. Lee Jong-young explique que les avatars ont des pouvoirs uniques, mais non pas d'âme. Il pensait qu'une âme de monstre suffirait, mais ce n'est pas si simple. Après avoir échoué à atteindre son objectif, il quitte la porte où Chin l'accueille. Chin le félicite pour son 4e raid de donjon et lui demande s'il veut vendre des objets ou des drops. Lee Jong-young sort plusieurs épées de son inventaire, et Chin dit qu'il recevra l'argent après la vente. Puis Lee Jong-young demande à Chin s'il a réservé un autre donjon, mais Chin répond qu'il n'y a pas de bon en ce moment, une guilde ayant réservé plus de 20 donjons de Baran. En entendant cela, Lee Jong-young est choqué. Chin précise que l'association ne permet normalement pas ça, mais cette fois, ils ont fait une exception car les portes avaient été nettoyées. Lee Jong-young réalise alors et demande à Chin si le maître de guilde est le fils de Kuyung. Chin répond que oui. Il dirige la guilde de l'armée du Nord et était le super nouveau avant que Lee Jong-young ne prenne sa place. Cela fait frissonner Lee Jong-young. Il sait ce qu'il attend. Cet homme va émerger parmi les 12 héros et devenir un tueur impitoyable, le roi de la guerre, Gunther. Ses yeux se vident alors qu'il dit qu'ils vont enfin se rencontrer. Dans un flashback sous la pluie, Gunther surplombe une foule qui proteste pour leurs droits, visiblement agacée. Un de ces hommes signale que la situation devient violente, mais Gunther s'en moque. Pour lui, les non-chasseurs ne sont que des fourmis, qui déménageront après qu'il ait pris leur maison. Il se demande pourquoi quelqu'un se soucierait de ces fourmis. À ses yeux, il devrait être reconnaissant qu'il les laisse vivre. Puis, il concentre son pouvoir dans son épée et utilise la magie de la foudre pour appeler une tempête qui balaie les manifestants. Dans le présent, Lee Jong-young se souvient que cet incident a réduit la population de son... Secoué par ce souvenir, il marche dans la ville quand il entend un cri à l'aide. Il s'approche et voit 2 jeunes voyous harceler un vieil homme, renversant son chariot. Lee Jong-young intervened. En voyant cela, les voyous lui ordonnent de dégager et relâchent une aura pour l'effrayer. Mais Lee Jong-young ne bouge pas. Il libère sa propre aura, montrant qu'il est aussi chasseur, puis demande ce qui s'est passé. Ils prétendent que le vieil homme les a frappés avec le chariot et réclament une compensation. Mais le vieil homme dit que c'est un mensonge. Ce sont eux qui ont renversé son chariot et l'ont menacé. Lee Jong-young demande pourquoi, mais les voyous refusent de partir. L'un d'eux, arrogant, dit qu'en tant que chasseur, il voit quiconque le dérange comme un ennemi. Il a donc cassé le chariot du vieil homme et averti Lee Jong-young qu'il pourrait dire que Lee l'a attaqué aussi. Il cherche la bagarre, mais Lee n'a pas peur et leur ordonne de partir. S'ils partent maintenant, il les laissera tranquilles, car ils n'ont pas encore blessé le vieil homme, dit-il pour les presser. Mais cela empire les choses. Un voyou se précipite, demandant qui Lee Jong-young est pour donner des ordres. Lee Jong-young le met à terre d'un coup. L'autre sort un poignard et essaie de le poignarder. Il prétend être au-dessus de Lee Jong-young, mais il ne fait pas le poids face au super nouveau. Un instant plus tard, les 2 voyous sont à terre et tout est réglé. Plus tard, Lee Jong-young appelle Kim pour les faire arrêter. Kim le félicite et dit qu'il a bien géré. Il répond que c'est normal. Blesser un civil est un délit pour un chasseur. Pourtant, Lee Jong-young s'inquiète pour le vieil homme, pensant que ces voyous pourraient revenir se venger. Kim le rassure, l'association veillera sur lui. Lee Jong-young demande à quelle guilde appartiennent ces hommes et apprend qu'ils viennent de la North Army Guild. En entendant cela, il commence à condamner à nouveau la North Army. Il pense que la guilde doit être liée à l'association. 2 jours plus tard, Lee Jong-young dit qu'il a été convoqué par l'association après avoir été accusé d'attaque, comme il s'y attendait. Quelques jours après l'incident, le vieil homme qui l'a sauvé a changé sa déclaration. Les véritables attaquants sont devenus... En se rendant à l'association avec Kim, il comprend pourquoi le vieil homme a changé son histoire. Mais Kim lui dit de ne pas s'inquiéter. L'association n'est pas encore si corrompue. Pourtant, Lee Jong-young vient du futur. Ils se rendent au siège où Lee Jong-young rencontre un homme en costume noir. L'homme commence à examiner le dossier et demande si Lee Jong-young a menacé le vieil homme, Lee Mun-su, pour qu'il dise faussement que les chasseurs de la North Army ont attaqué en premier. Mais Lee Jong-young dit que l'homme ne le croit pas et dit qu'ils vont procéder à un contre-interrogatoire. Ils font alors entrer Lee Mun-su lui-même, le vieil homme que Lee Jong-young a sauvé. À son arrivée, il ne peut même pas regarder Lee Jong-young dans les yeux. Voyant son malaise,
Lee Jong. Après avoir donné sa déclaration, il se tourne pour partir, mais Lee Jong-young remarque la tristesse sur son visage. L'homme est en larmes, impuissant, forcé de trahir celui qui l'a sauvé. L'homme en costume se tourne alors vers Lee Jong-young et lui demande ce qu'il a. Dessus, il y a une preuve vidéo montrant qu'il disait la vérité. Il avait enregistré le combat. Cette preuve lui permet d'être libéré, mais en sortant, il réalise que cela n'apportera qu'une punition encore pire au vieil homme. En quittant le bureau, en colère contre ceux qui sont derrière cela, il voit Xiang-gu et Kim l'attendre. Puis le vieil homme apparaît soudainement. Il tombe à genoux et s'excuse auprès de Lee Jong-young. Il dit que ces hommes ont menacé sa petite. Kim s'énerve, demandant pourquoi il a attendu jusqu'à maintenant pour dire la vérité. Mais le vieil homme dit que sa petite fille était en danger, donc il n'avait pas le choix. Pourtant, la culpabilité le rongeait, alors il est venu s'excuser. Xiang-gu lui dit. Pendant ce temps, Lee Jong-young est là, brûlant de colère. Enregistrer le combat était une habitude qu'il a prise après tant d'injustices. Puis il ressent une forte vague de magie et se retourne. Il vérifie qui c'est et trouve quelqu'un d'important. Choi. En s'approchant, Choi dit qu'il ne savait pas que le maître de la Lee Guild était proche du Super Rookie. Kim est surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que cela soit connu et se demande si l'association a divulgué des infos personnelles sur Lee Jong-young. Choi tend la main, puis l'ambiance devient tendue, et Xiang-gu donne un avertissement. Si Choi ne veut pas se faire des ennemis de lui et du Super Rookie, il devrait cesser d'attirer l'attention. Xiang-gu serre alors la poignée. La pression fait immédiatement. Il se corrige, disant que Choi ne vaut même pas la peine d'être appelé ennemi, alors il ferait mieux de se comporter s'il veut vivre. Quelques jours plus tard, Kim et Lee Jong-young se rencontrent dans un café appelé Starka. Kim est furieuse, demandant comment un chasseur. Pour Lee Jong-young, cela faisait partie de la normalité. Dans le futur, les chasseurs ne sont presque jamais punis, mais ils demandent quand même ce qui est arrivé au vieil homme. Kim explique que mentir dans un témoignage. Pourtant, parce que Lee Jong-young a montré de la miséricorde, le vieil homme n'a reçu qu'un avertissement. Elle ajoute que la North Army Guild a admis sa faute après la diffusion de la vidéo, ce qui a aussi aidé à réduire la punition. Lee Jong-young réalise que Xiang-gu a. Jusqu'à présent, ils sont restés silencieux. Mais Lee Jong-young sait que cela ne s'arrêtera pas là. Il connaît l'avenir de Gunther. Le boucher froid et sournois qui devient le roi de la guerre. Gunther rembourse toujours ses dettes, donc Lee Jong-young, contrairement à elle, Lee Jong-young n'est pas du tout calme. Il dit que rendre les coups est aussi sa règle. Plus tard, Lee Jong-young va voir Xiang-gu pour obtenir de l'aide. Il lui demande de rejoindre un raid, ce qui surprend Xiang-gu. Puis le reste de l'équipe arrive, et Lee Jong-young les reconnaît. Xiang-gu présente Choi Cheol-young et Lee Hang-su, ceux qui l'ont sauvé après son arrivée dans cette timeline. En les rencontrant à nouveau après tout ce temps, Lee Jong-young se présente et change des. En se préparant à entrer dans le donjon, il remarque qu'il ne reconnaît personne d'autre là-bas. Cela a du sens. Heimdall et la Lee Guild ont été effacés de l'histoire avec le roi démon. Bientôt, Xiang-gu a. Ailleurs, au siège de la North Army Guild, le vice-maître de guilde Choi Yang-su est furieux. Il demande à Gunther s'ils vont vraiment laisser passer le mépris de Xiang-gu et Lee Jong-young, disant que cela pourrait nuire à leur image alors que leur expansion devient. Mais l'autre vice-maître de guilde, Jang Min-chang, n'est pas d'accord. Il dit qu'ils devraient d'abord régler les problèmes à l'intérieur de la guilde, puisque cela s'est produit parce qu'ils n'ont pas réussi à contrôler. Il insiste sur le fait que leurs membres n'ont rien fait de mal et dit que les gens normaux ne sont que des insectes vivant des chasseurs comme des parasites. Alors pourquoi devrait-il s'incliner et s'excuser auprès de déchets comme ça? In-chang entend cela et se fâche, demandant ce que Yang-su veut dire exactement. Mais Yang-su le prend comme un défi et se lève, prêt à se battre. In-chang se lève aussi, et les deux se dévisagent. Avant que quoi que ce soit ne commence, Gunther leur ordonne de s'arrêter. Pire encore, il prend le parti de. Pourtant, il semble curieux au sujet de Lee Jong-young lui-même. Gunther dit qu'il mettra bientôt en place la scène et dit à la North Army Guild d'attendre, d'affûter leurs compétences et de ne pas échouer. In-chang reste sans voix et confus. De retour au donjon de Rancé, Xiang-gu et son équipe désamorcent les pièges et avancent. Peu après, ils tombent sur une nuée de monstres, et la Lee Guild attaque. En regardant les pros se battre, Lee Jong-young. Finalement, Xiang-gu termine le combat par une puissante entaille, et Lee Jong-young loue son habileté. Il remercie également Xiang-gu pour son aide avec ses demandes, mais Xiang-gu sait déjà ce qu'il voulait vraiment. Lee Jong-young voulait juste le voir, lui et sa guilde. Il dit qu'ils veulent voir le Super Rookie se battre aussi, et Lee Jong-young acquiesce. Comme il n'a pas besoin de cacher son véritable pouvoir devant Xiang-gu, il se renforce et se prépare aux orques à venir.
Au moment où il utilise son autorité sur le feu, le super rookie a déjà une compétence de haut niveau, et il peut l'utiliser sans même dire son nom. Ils ont du mal à comprendre ce qu'ils voient. Pendant ce temps, Lee Jong-young déchire l'ennemi. En le regardant, Xiang-gu voit rapidement la vérité. Le boss tombe, et un message apparaît. Vous avez nettoyé le donjon du mage gobelin, mais ce n'est pas tout. Un autre message s'affiche, Sky of Apocalypse vous sponsorise. Ces statistiques. Dehors, Cheol-young et Hang-su louent le super rookie, disant même qu'il est peut-être déjà proche du niveau du maître de guilde. Puis certains membres se plaignent auprès de Xiang-gu, demandant pourquoi. Xiang-gu ne fait que sourire. Il dit que son offre est toujours valable et dit à Lee Jong-young que sa guilde est forte et peut l'aider à grandir encore plus. Il lui donne aussi un avertissement. La route à venir sera dangereuse, et avoir une guilde puissante à ses côtés sera... Pendant un instant, il se demande si son sauveur a découvert ses objectifs, mais d'après ce qu'il sait de l'avenir, Heimdall ne peut pas voir le futur. Xiang-gu continue, disant que la North Army Guild ne restera pas silencieuse. Ils viendront à... Puis Xiang-gu augmente les enjeux, tendant la main et disant à Lee Jong-young de rejoindre la Lee Guild. Il lui propose même le poste de vice-maître de guilde. Les autres membres sont choqués par cela. Surtout Lee Jong-young. Il a l'air désolé et ne peut pas croiser le regard de Xiang-gu, mais Xiang-gu lui dit de cesser cela. Il sait déjà que Lee Jong-young vise quelque chose de bien plus grand. Juste à ce moment-là, Lee Jong-young reçoit un message. Il vérifie son... Il leur faut une centaine de chasseurs devant la North Army Guild. En voyant l'ampleur, Xiang-gu devine que d'autres guildes se joignent aussi, pas seulement la North Army. Cela fait réfléchir Lee Jong-young sur Yong-su. Cette nuit-là, In Chang est au siège de la guilde, frustré. Il frappe la table de son poing, se demandant... Il repense à son ami d'enfance Choi Yong-su et à son frère Choi Yong-sung, Gunther, qui ont commencé à changer. Il sait exactement quand cela a commencé, après leur rencontre avec cet homme. Maintenant, il voit les gens normaux comme du bétail, et Gunther agit comme si tout le monde, chasseur ou non, était en dessous de lui. Ils en sont venus à commettre des meurtres, essayant de tuer Lee Jong-young juste pour s'opposer à la North Army Guild. Il croit que la North Army Guild est déjà en train de s'effondrer, mais il ne peut pas abandonner ses amis. Puis l'alerte de mobilisation arrive, le forçant à se poser une question, justice ou amitié. Il sait déjà quel choix faire. Dans un entrepôt vide, Lee Jong-hyun accepte. Quand il se présente, In Chang ne se donne même pas la peine de dire son nom. Ce qui ressort, c'est le courage de Lee Jong-hyun. Il remarque qu'il est seul et qu'il n'y a pas de piège. In Chang va droit au but et lui dit de ne pas répondre à l'appel de mobilisation. Lee Jong-hyun demande pourquoi. In Chang explique que sa guilde fait partie de l'opération. En tant que nouveau chasseur, Gunther est l'un des pires. Si dangereux que le croiser dans la rue est déjà risqué. Dans un portail, ce serait encore pire. S'il sait tout ça, pourquoi rester dans une guilde comme celle-ci? Mais Lee Jong-hyun ne prend pas ses avertissements à la légère. Répétant les mots d'In Chang, il demande si la North Army Guild est une guilde du chaos. La plupart des sponsors sont de bons dieux, mais certains sont vicieux et malveillants. Les missions qu'ils donnent peuvent impliquer des meurtres ou même des massacres. Les guildes forment... In Chang essaie de le nier, mais ça ne fonctionne pas. Lee Jong-hyun dit que si ce n'était pas vrai, In Chang n'aurait aucune raison de l'avertir. Et vu comment la guilde l'a traité injustement, il est sûr qu'In Chang ne peut pas... Après avoir entendu son guilde insulter encore et encore, In Chang craque et sort son arme. Il prévient Lee Jong-hyun de ne plus... Mais Lee Jong-hyun répond en préparant sa propre arme, disant qu'In Chang sait mieux que quiconque que la North Army Guild est pourrie depuis que Choi Yong-su et Yong-sung ont changé. Puis il pose la vraie question, qui est cet homme? In Chang guessed. Peu après, il quitte l'entrepôt, pensant à la rapidité avec laquelle Lee Jong-hyun a grandi. Le gars s'est éveillé il y a seulement un mois, et il peut déjà rivaliser avec un chasseur de rang A. In Chang pensait tout savoir sur Lee Jong-hyun, mais ce dernier en sait même plus que lui. Cela laisse In Chang se demander, qui est vraiment Lee Jong-hyun? Dans le futur, In Chang sera appelé le tueur de dragons et Siegfried. Mais le nom que les gens retiennent le plus est Immortal Siegfried. Selon Lee Jong-hyun, à cause de cela, les sponsors lui ont accordé un pouvoir absurde, l'immortalité. Mais dans la guerre future contre le roi démon, tout en servant sous Choi Yong-sung, il a été trahi par son bon ami d'enfance Yong-su. De retour dans le présent, Lee Jong-hyun est en partie à cause de sa force, mais encore plus à cause de son cœur. Dans une guilde pourrie de l'intérieur, il est celui qui la maintient. Le lendemain, Lee Jong-hyun retourne à ses raids habituels et purifie le terrain des morts. Mais à la fin, sa lance perd. Cela arrive de plus en plus depuis que son autorité a monté. Les armes normales ne peuvent tout simplement pas supporter son pouvoir.
Donc, avant que la mobilisation ne commence, il a une dernière chose à faire. Obtenir une nouvelle arme. À l'intérieur, il trouve un jeune forgeron aux cheveux roux, concentré uniquement sur son travail. Le garçon lui dit d'attendre qu'il ait fini. En le voyant marteler le métal, Lee Jong, c'est l'un des chasseurs qui est devenu un nain, le futur plus grand forgeron, Park Jae-in. 4 heures plus tard, la future légende termine enfin. Il remarque son visiteur. Lee Jong-in est un peu pris au dépourvu, mais il explique qu'il est venu pour commander une arme, puis demande si Park travaille seul ici. Cela rend Park suspicieux. Pourquoi quelqu'un demanderait à un inconnu comme lui une arme? Lee Jong-in pointe un autre marteau sur le mur, pensant qu'un autre forgeron doit partager l'atelier. Park loue son œil aiguisé et dit que quelqu'un d'autre utilise l'espace, mais que ce n'est rien d'important. Puis il pose la vraie question. Pourquoi venir? Sailor Choke Park. Un sponsor l'a directement guidé ici, il a du mal à y croire. Mais Lee Jong-in sait que Park devra y croire, car selon l'autobiographie du roi démon, Park reçoit aussi des conseils directs de son sponsor. Plus tard, lorsque les 12 héros ont choisi leur camp, Park s'est séparé de lui et a commencé à fabriquer des armes pour eux à la place. Le livre disait même que si Park était resté avec le roi démon jusqu'à la fin, l'histoire aurait pu changer. Donc, Park décide. Même ainsi, il refuse le travail. Lee Jong-in demande pourquoi. Park dit que la raison est simple. Il n'est pas satisfait du feu dans cet atelier, et à cause de cela, il n'a accepté aucun client. Puis il tend la main et dit à Park qu'il peut créer le genre de feu dont il a besoin, montrant un peu de son autorité, le contrôle du feu. Park n'est pas convaincu. Une petite flamme dans sa main ne signifie rien, et Park dit qu'il a déjà vu des tours comme ça. Il dit même qu'il peut faire une flamme. Lee Jong-in pousse son pouvoir plus loin, produisant une flamme bleue assez chaude pour tout changer. Stupéfait, Park demande comment il a fait. Lee Jong-in dit qu'il n'utilise pas seulement le feu, il le maîtrise absolument. Cela scelle l'affaire. À son retour, une immense lance sinistre l'attend. Elle ressemble à une arme faite pour un roi démon, et même lui est impressionné par sa présence. Park dit qu'il n'a pas pu fabriquer le bouclier que Lee Jong-in voulait tout seul, mais il a forgé la lance et lui a donné les capacités basées sur le feu que Lee Jong-in a demandé du mieux qu'il a pu. Il ajoute que c'est la limite de ce qu'il peut faire pour l'instant. Même cette limite est bien au-delà. En vérifiant la carte de statut, Lee Jong-in voit que c'est une arme de rang unique. Les monstres ne laissent généralement tomber que des équipements normaux à rares, et même les forgerons célèbres atteignent généralement le super rare. Atteindre le rang unique. De plus, cette lance peut devenir plus forte, ce qui signifie qu'il n'aura peut-être jamais besoin d'une autre arme. Juste au moment où la lance semble parfaite, Park dit qu'elle n'est pas encore finie. Son partenaire habituel n'est pas avec lui en ce moment, donc il dit à Lee Jong-young de revenir. Lee Jong-young le remercie et s'incline, excité de retravailler ensemble à l'avenir. Puis Park remarque autre chose. L'avatar qui collecte les âmes. Il demande si Lee Jong-young. Il ajoute que l'avatar dégage une mauvaise impression et dit que Lee Jong-young l'utilise probablement mal. Cela fait vérifier Lee Jong-young son bracelet. Il dit qu'il avait déjà un pressentiment, et si Park a raison, en réfléchissant à ces mots, il décide qu'il ne pourra probablement pas invoquer. Même ainsi, il a obtenu quelque chose d'encore mieux que prévu. Sa nouvelle arme unique. En la sortant de son inventaire, il commence à penser à ses chances de gagner ce combat. Il sait que si In Chang le rejoint, pourtant, si l'autobiographie avait raison, In Chang deviendra son aide en temps voulu. Il commence donc à s'entraîner plus dur, disant qu'il reste encore 2 semaines avant la mobilisation du portail. La seule chose qui lui reste à faire est de devenir. Il sait que chasser des monstres le rendra plus fort. 2 semaines ne suffisent pas, donc il n'a même pas le temps de dormir, et ainsi, les 2 semaines passent rapidement. Au siège de la North Army Guild, Guindar s'adresse à ses hommes. Alors qu'un message apparaît, le souverain de FR. Il dit que tout est prêt et qu'après aujourd'hui, la North Army Guild s'élèvera. De là, ils se feront connaître à travers la Corée, voire le monde entier. Pour motiver ses hommes, Guindar libère son aura. In Chang, sentant sa puissance. FR. Yong-su est également impressionné. Il dit que tout se passe comme prévu. De plus, ils semblent avoir rempli les conditions pour devenir des héros. Pendant ce temps, après avoir montré sa force, Guindar crie FR. À l'écoute, la foule s'enflamme, bien qu'elle soit enveloppée d'une lueur bleue et paraisse étrangement vide. Ils acclament leur leader, mais dans sa tête, Guindar révèle son véritable désir, le titre de roi. Je ne l'aime pas, mais il fait un FR. En route, elle lui demande s'il va vraiment y aller. Elle lui rappelle qu'il pourrait mourir et dit que la North Army est pire qu'il ne le pense. Elle évoque un cas récent où une guilde entrée avec la North Army a été anéantie. Bien sûr, FR. En entendant cela,
Lee Jong-young dit qu'il est sûr qu'ils l'ont fait. Kim freine brusquement et arrête la voiture. Puis elle commence à lui crier dessus. Même en sachant tout ça, il y va quand même? Elle dit que l'association tient trop à lui pour le punir. Fr. En la voyant ainsi, Lee Jong-young esquisse un léger sourire. Il dit à Kim qu'il sait déjà que rien n'est plus important que de rester en vie, et qu'il ne s'est pas engagé à la légère. Il a un plan et veut montrer à Fr. Alors que leur conversation se termine, ils arrivent où les autres chasseurs sont déjà rassemblés. La presse est là aussi, à la recherche d'un gros scoop pour ses chaînes YouTube. Mais ce n'est pas tout. Sung-gu, Fr. Il demande pourquoi Sung-gu est venu alors que la League Guild a déjà été exclue du raid. Sung-gu répond qu'il a déjà déclaré la North Army Guild comme son ennemi et le Super Rookie comme son ami, donc il ne peut pas rester en retrait. Puis il aperçoit Gundar, Fr. En voyant cela, Sung-gu essaie d'arrêter Lee Jong-young, mais il sait que ça ne marchera pas. Il l'avertit que Gundar est bien plus fort qu'on ne le pense. Même si l'association le classe en rang B, il a en réalité atteint le rang A. Mais Lee Jong, Fr. Il loue la progression de Lee Jong-young et s'assoit sur un banc en disant qu'il veut continuer à le voir grandir. Il attendra ici jusqu'à son retour. Mais pour Lee Jong-young, cela semble être une énorme perte de temps. Alors il demande pourquoi. Sung-gu répond Fr. Il faut donner du crédit au gars chauve. Il est badass. En entendant cela, même Lee Jong-young est surpris. Il dit que Sung Fr. Bientôt, une annonce dit que le raid va commencer, alors tout le monde doit faire ses vérifications finales et se rassembler. Sur ce, Lee Jong Fr. Alors que les chasseurs commencent à entrer dans le portail, Lee Jong-young se souvient de ce qui a été dit sur cet endroit, le Lin River Gate, où Choi Yong-sung est devenu un héros et où Gundar et d'innombrables chasseurs sont morts. Fr. Cela va changer. Alors que Lee Jong-young avance avec une ferme détermination, il déclare que la gloire de cet endroit sera sienne. Mais au moment où tout le monde entre, quelque chose ne va pas. Un étrange faisceau de lumière apparaît près de Fr. Ça commence, dit-il. Un message apparaît soudainement. En raison de la caractéristique spéciale du portail, sa valeur magique change. En voyant cela, les chasseurs paniquent. Personne. Fr. Il dit que la difficulté du portail est passée de B à B+. Pour moi, cela ne semble pas trop terrible, mais les chasseurs savent exactement ce que cela signifie. Lee Jong-young, lui, reste calme, comme s'il s'y attendait. Fr. La sortie du portail a été bloquée, et comme le message l'indique, la sortie change de couleur et se scelle. En voyant cela, les chasseurs paniquent encore plus, se demandant s'ils sont piégés à l'intérieur. Mais d'autres messages apparaissent. D'innombrables Fr. La densité magique augmente. Avec cela, les chasseurs ressentent une énorme montée de puissance, comme si leur corps était en feu. Mais ça continue. D'innombrables incarnations sont entrées dans le portail. L'intérêt du sponsor Fr. Il voit le nombre grimper en un instant. Le portail est de rang A, dit-il, figé sous le choc. En entendant cela, tout le monde est stupéfait. Apparemment, on ne peut pas nettoyer un portail de rang A sans un chasseur de classe héros. Fr. Lee Jong-young, cependant, reste calme. Il pense que cette réaction est logique. Cet endroit est sur le point de devenir leur cimetière. Dur, mais vrai. Il observe aussi Gundar, Yong-su, Fr. Ce n'est pas surprenant, c'était fait pour eux. Enfin, un message annonce que la vague commencera bientôt. Gundar prend la parole et demande à tout le monde de se calmer. Il dit qu'il comprend leur confusion et qu'il est lui-même Fr. Malgré cela, il dit que les portails ont toujours été imprévisibles. Des accidents peuvent survenir à tout moment, mais l'important est de ne pas céder au désespoir. Ils doivent survivre. Moi, Choi Yong-sun de la North Army Guild, Fr. Le souverain de Riverside tente de dominer Riverside. À l'instant, les chasseurs brillent à nouveau de bleu. Leurs yeux deviennent ternes, mais ils commencent tout de même à crier en soutien au discours creux de Gundar. Ils disent que la survie passe d'abord. Fr. Règle sur Riverside. Avec cela, son leadership et son incitation deviennent 3 fois plus puissants dans cette zone. De plus, ses forces obéissent plus. Fr. L'influence du Sky of Apocalypse résiste à l'incitation forcée. Se contrôle. Grâce au Sky of Apocalypse, Lee Jong-young garde l'esprit clair tandis que Fr. Malgré tout, c'est la première fois qu'il voit cette autorité, et il est choqué de voir à quel point Gundar peut facilement exciter tant de gens à la fois. Pendant que Gundar et ses hommes de confiance restent sur leur monture, Yang DSU demande s'ils doivent rejoindre le combat. Gundar dit non. Fr. Ils doivent donc préserver la force de la North Army Guild. Même Yang DSU est stupéfait par ce que son frère dit. Mais Gundar continue, disant qu'ils vont s'en tenir au plan.
Ils protégeront la véritable force de la guilde et laisseront les idiots qui... Fr. Son frère prévoit-il vraiment de les laisser tous mourir? Pas exactement. Gundar veut quelques survivants pour qu'il puisse répandre l'histoire une fois sorti. Il répète l'ordre. Toute la North Army Guild doit conserver sa Fr. Il souligne que l'influence de Gundar ne trompera pas les gens éternellement. Si la North Army Guild reste en retrait et ne prend jamais l'initiative, les autres chasseurs s'en rendront vite compte. Gundar dit que c'est pourquoi il a précisé « autant que possible ». Fr. Yang DSU a du mal à croire ce qu'il entend. Puis Gundar remarque Lee Jong-young le fixant. Rien qu'à ce regard, Gundar sent que Lee Jong-young a déjà compris son plan, alors il décide qu'il doit l'éliminer rapidement. Fr. Gundar n'a jamais dit à In Chang toute la vérité sur ses plans, car In Chang est trop sensible, mais sa loyauté et ses compétences le rendent toujours utile. Gundar lui ordonne donc de surveiller Lee Jong-young de près, et si l'occasion se présente, de le tuer. Fr. Finalement, In Chang acquiesce. Bientôt, la vague commence et les chasseurs se préparent. Ensuite, des monstres aquatiques appelés mermen émergent de la rivière. Les chasseurs se détendent un peu. Les mermen, Fr. Il avertit que même des monstres faibles peuvent être dangereux si on devient imprudent. Ils se battent près d'une rivière, et cela compte clairement ici. Une seconde plus tard, les mermen tirent des jets d'eau à haute pression de leur bouche et déchirent la ligne de front. Fr. Pourtant, il décide de ne pas intervenir tout de suite. Il doit d'abord évaluer le champ de bataille. Puis quelque chose se produit qu'il n'avait pas prévu. Günther ordonne à ses hommes de charger et d'anéantir l'ennemi. Fr. Sous le leadership renforcé de Günther, la North Army progresse, et les autres chasseurs suivent. Mais même contre des mermen de Baran, ils commencent à être submergés. Un seul coup suffit à blesser gravement les chasseurs de la North Army et à les... Günther a seulement envoyé les plus faibles de la guilde pour calmer les autres et les inciter à charger. Ce sont des victimes sacrifiées. Pourtant, Lee Jong-young pense que c'est mieux que ce qu'il craignait, alors il sort son arme et se prépare à entrer dans le combat. In Chang, il sait que Lee Jong-young avait raison. La North Army est corrompue. Il sait aussi que si ça continue, beaucoup de chasseurs et de membres de guildes vont mourir. Puis il se rappelle de l'ordre de Günther et de la confiance placée en sa loyauté, ce qui le fait. Avant qu'il puisse trier ses pensées, une agitation éclate sur le champ de bataille. Les autres chasseurs regardent, choqués, alors que Lee Jong-young entre et commence à déchirer les monstres avec sa maîtrise du feu. Sa lame tranche les mermen un par un, en un rien de temps, il anéantit d'innombrables ennemis, et les chasseurs ressentent un immense soulagement maintenant que quelqu'un d'aussi fort se bat à leur côté. La plupart d'entre eux ne savent pas qui il est, car il n'est pas encore bien connu. Même In Chang est stupéfait par ce qu'il voit. A-t-il déjà franchi ses limites? Bientôt, des messages apparaissent disant que la vague est terminée pour l'instant. Une période de repos commence. Certains sponsors bénissent leurs chasseurs, tandis que d'autres aident l'ennemi. Lee Jong-young reçoit un message. Ses statistiques triplent, il gagne beaucoup de niveaux, et il débloque le titre de chasseur de mermen. Et ce n'est pas tout. Même épuisé, il remarque que d'autres sponsors s'intéressent à lui. Le gardien de la longue lance est le symbole de la sphérique. Lee Jong-young est surpris et se demande s'il peut obtenir plusieurs sponsors comme les héros les plus forts. Mais le Sky of Apocalypse déteste cette idée. Il chasse les autres immédiatement, brisant les espoirs de Lee Jong-young. Puis les autres chasseurs s'approchent et lui demandent. Il garde toujours son identité cachée. Au lieu de cela, il leur dit que ce n'est pas fini. Il reste encore beaucoup de vagues. Et puisque c'est une porte de rang A, ils doivent rester prudents s'ils veulent survivre. Les chasseurs, alors qu'ils retournent vers leur groupe, Lee Jong-young se tourne vers Günther, qui le fixe avec une rage pure. Lee Jong-young esquisse un léger sourire. Il s'y attendait. Günther essayait de gagner les chasseurs en intervenant. Il va détruire le plan de Günther jusqu'à ce que les chasseurs le choisissent à la place. Puis il vérifie son statut et voit qu'il a déjà atteint le niveau 24. Même dans cette porte mortelle, il est satisfait, pensant que cela pourrait le pousser au niveau 30 et devenir la base. Bientôt, les vagues recommencent, et à la 4e, les chasseurs parviennent à la nettoyer. Mais même Lee Jong-young semble épuisé à ce moment-là. Les autres sont aussi en mauvais état, et cette fois, 4 personnes meurent. Il voulait 0 mort, mais cela n'a jamais été réaliste, alors il tourne sa colère contre Günther et la North Army. Il exige de savoir pourquoi ils ne se battent toujours pas sérieusement. Leur force principale est juste assise à l'arrière. Il souligne qu'aucun membre de la North Army n'est mort ni même blessé. Lee Jong-young dit à Günther de commencer à se battre pour de vrai, ou d'admettre qu'il va juste regarder pendant que d'autres meurent pour lui. Günther est furieux. Son idée d'utiliser des membres jetables pour nettoyer les vagues a été exposée.
Même ces membres de guilde de Baran ont réalisé qu'ils avaient été utilisés comme appât, et maintenant ils deviennent agités. Brûlant de colère, Günther pense que... Pourtant, il décide de continuer pour l'instant et de voir comment les choses se déroulent. D'après ce qu'il a vu, il croit toujours qu'il y a un grand écart entre lui et Lee Jong-young, et que Lee Jong-young porte le combat tout le temps. Peu de temps après le début de la 5e vague, un mid-boss émerge aussi de l'eau. C'est un énorme golem d'eau, et les chasseurs n'ont aucune idée de comment gérer quelque chose d'aussi grand. Puis le golem d'eau lance sa première attaque. Lee Jong-young crie à tout le monde de se dégager, et ils échappent de justesse alors que l'explosion laisse un cratère. En voyant cette puissance, les chasseurs commencent à paniquer. Pourtant, ils essaient de riposter. Maintenant, tout le monde se demande comment ils sont censés battre un monstre qui ignore les attaques physiques. Pus Lee Jong-young intervient. Avec sa lance et son autorité prête, il saute et frappe le golem au visage. Cette fois, il commence à se demander qui il est vraiment, mais Lee Jong-young explique calmement le truc. Il dit que la porte déborde de pouvoirs magiques, donc au lieu de retenir, ils doivent canaliser ce pouvoir dans leurs armes. Une archère se souvient que les chasseurs de Baran, à sa grande surprise, elle s'y prend rapidement et tire sur le golem d'eau. Cette fois, sa flèche inflige des dégâts, et les autres commencent à gagner en confiance. Pendant ce temps, Lee Jong-young remarque que le golem subit lentement des dégâts, mais il sait que ses attaques ne seront toujours pas suffisantes pour tuer un monstre de haut rang comme celui-ci. Pourtant, il a un dernier mouvement. Il canalise. Pour le tuer, il doit briser le noyau magique à l'intérieur, mais le timing n'est pas encore bon. Alors il attend l'ouverture parfaite, et bientôt elle arrive. Le golem d'eau prépare un autre canon à eau pendant que tout le monde s'agite pour esquiver. Pour Lee Jong-young, c'est sa chance. Il lance sa lance de toutes ses forces, et elle atteint le golem en quelques secondes. Le monstre est pris au dépourvu alors que la lance perce sa poitrine et brise le noyau. Lee Jong-young gagne, et des messages commencent à affluer. Il a vaincu. Certains sont émerveillés, tandis que d'autres se concentrent sur une incarnation spécifique. Puis Lee Jong-young rappelle sa lance, et elle vole dans sa main comme un boomerang. Il dit que c'est une compétence appelée retour, acquise lorsque sa lance de sort a monté de niveau. Ensuite, l'un d'eux se souvient d'une rumeur dans les nouvelles. Un étrange chasseur qui se bat avec une longue lance et un bouclier. Ce chasseur était le monstrueux débutant appelé le Super Rookie, et il se tient juste devant eux. La foule est éclatée. Certains disent, pour la première fois, ils se sentent soulagés, convaincus que le Super Rookie peut les mener à la victoire et les sortir tous vivants. Pendant ce temps, Lee Jong-young continue de vérifier les messages. Il a encore monté de niveau, gagné des récompenses pour avoir tué le golem. De plus, le Sky of Apocalypse lui sourit, augmentant encore ses statistiques. D'autres sponsors commencent également à s'intéresser à Lee Jong-young, et il s'excite, pensant qu'il pourrait devenir multisponsorisé comme d'autres héros. Mais comme auparavant, on dirait que quelqu'un est jaloux. Cela rend Lee Jong-young furieux. Il dit qu'il abandonnerait son sponsor actuel si ce n'était pas pour la force du commerce des joueurs spéciaux. Puis il se souvient que le roi démon 2 a également refusé les multisponsors jusqu'à la fin, ce qui lui fait réaliser. Cela ne fait que renforcer son respect pour le roi démon. Pendant ce temps, Günther atteint sa limite en regardant Lee Jong-young. Il ne comprend pas comment Lee Jong-young est devenu si fort si vite. Günther pensait qu'il était seul. Cette pensée rend Günther fou, et il crie avec colère le nom de Lee Jong-young. Puis In Chang s'approche derrière lui et dit qu'ils doivent bouger maintenant. Il sait que cela ne faisait pas partie du plan de Günther et dit qu'il ne peut pas rester là à regarder d'autres mourir. Si le plan a échoué, dit-il, alors il faut en faire un nouveau et agir. Il dit aussi à Günther d'abandonner. Günther sait ce qu'il veut dire, abandonner l'idée de tuer Lee Jong-young. Il devient rouge de rage et dit que c'est absurde. Il ne perdra. Puis il invoque son arme et ordonne à sa guilde d'utiliser toute leur puissance pour nettoyer la porte. Sous son autorité, les membres de la guilde s'enflamment pour se battre, et Günther déclare qu'orgueil d'un roi ne plie jamais. Mais ensuite, il se retourne et voit quelque chose qu'il n'a. Dans un flashback, nous apprenons que Günther lui a donné ce casque lui-même. Quand In Chang est devenu vice-maître de guilde, Günther pensait que son visage doux serait un problème avec les membres plus durs, alors il lui a donné le casque. Maintenant, Günther pense que le chien mord son maître et écrase le casque sous son pied. Puis il regarde à nouveau le champ de bataille et voit ses hommes marcher vers la mort. Sur le champ de bataille, les chasseurs de la North Army essaient enfin de montrer leur force. Ils chargent avec... Mais à côté de Lee Jong-young, ils ne font pas le poids. À côté du Super Rookie, leurs attaques semblent insignifiantes. Même eux peuvent sentir que Lee Jong-young est à un niveau totalement différent. Les autres chasseurs, malgré tout, la bataille continue, et Lee Jong-young est en pleine frénésie. Il reçoit un message indiquant qu'il a encore monté de niveau.
Il sourit et explique que même s'il semble brûler son endurance, il récupère en fait. Soudain, un merman tente de l'attaquer par derrière, mais quelqu'un le prévient à temps. Lee Jong-young le tue immédiatement, puis une fille aux cheveux blancs s'approche et lui. Lee Jong-young répond avec sarcasme et révèle que cette fille est en fait la redoutée chasseuse de rang A, Jang Yojin. Ensuite, il s'éloigne rapidement d'In Chang et retourne au combat. Cela rend In Chang triste, pensant que Lee Jong-young est déçu d'elle. Pourtant, elle refuse de rester là sans rien faire. Elle dit qu'elle fera ce qu'elle peut et se jette dans la bataille, voulant montrer à Lee Jong-young qu'elle a quitté la guilde pour sauver des gens. Finalement, la 9e vague, il y a de nombreux morts et blessés, et les gens implorent des potions ou des guérisseurs en tenant leurs amis blessés. Même Lee Jong-young est secoué par la vue. Il dit que c'est l'enfer. Ils sont entrés avec plus d'une centaine de personnes, et maintenant plus de la moitié sont mortes. Mais alors, des membres de la North Army interrompent, traitant In Chang de traîtresse et de déchet. Ils la menacent même, disant qu'ils verront si elle survit jusqu'à la fin du raid. In Chang baisse la tête, clairement blessé, et Lee Jong-young est surpris qu'il la traite si. Une guilde sans morale, qui tue sans hésiter, a toujours vu le sens de la justice d'In Chang comme un problème. Après le départ de ses scélérats, Lee Jong-young lui demande si elle regrette de se tenir à ses côtés, maintenant qu'elle a complètement tourné le dos à la North Army. Mais In Chang dit que c'est justement pour ça qu'elle est partie. Parce qu'elle se soucie toujours d'eux. Elle ne peut pas continuer à les voir emprunter le mauvais chemin. Lee Jong-young prévient que Gundyr ne laissera pas passer ça, mais elle est déjà prête à ça. Puis, la dernière vague commence, et le boss de la porte du Lin River est arrivé. Le ver de rivière. Le sol tremble soudainement, et chaque chasseur se tourne vers la rivière, effrayé. Puis une forme massive émerge de l'eau. C'est si énorme, mais c'est le ver de rivière, un monstre gigantesque en forme de ver. Sa taille et sa pression écrasent les nerfs des chasseurs. La plupart d'entre eux restent figés, incapables de bouger ou même de parler. Ils ne peuvent pas imaginer comment quelqu'un est. Mais In Chang, à ses côtés, dit que l'armée du Nord, ou plutôt le maître de guilde Choi Yong-sung, a probablement un moyen de le tuer. Lee Jong-young est surpris, et elle explique que la personne mystérieuse qui soutient Gundyr dans l'ombre lui a sûrement donné. Donc Gundyr doit avoir un plan pour gérer le boss. Mais avant de chasser le ver de rivière, l'armée du Nord a un autre objectif. Il prévoit d'éliminer les autres chasseurs d'abord, pour que personne n'interfère pendant que Gundyr franchit la porte. In Chang dit à Lee Jong-young de se préparer. Les autres chasseurs sont choqués. À un moment comme celui-ci, les chasseurs sont vraiment sur le point de se battre entre eux. En entendant cela, In Chang prend. Ils essaient de tuer tout le monde sauf leurs propres gens, de franchir la porte seuls et de prendre tout le crédit. Elle se déclare Zhang In Chang, ancienne vice-maître de guilde de l'armée du Nord, et dit qu'ils vont. Si quelqu'un doute d'elle, il peut rester en retrait et regarder, car une fois qu'elle et Lee Jong-young tomberont, les autres seront les suivants. La voyant si ferme dans un moment comme celui-ci, Lee Jong-young est impressionné. Comme on peut s'y attendre de la tueuse de dragons, elle devient plus forte. Après l'avoir écoutée, les autres chasseurs choisissent d'aider. S'ils vont mourir de toute façon, ils préfèrent se battre. Alors que les deux camps se préparent, Gunther sourit, qualifiant cela de résistance inutile. Il dit que rien ne change. Ensuite, Gunther lève son arme et crie le nom du monstre. Cela fonctionne comme un ordre, et le ver de rivière commence à aspirer l'eau de la rivière. Après en avoir ingéré suffisamment, il projette l'eau dans le ciel, et la pluie tombe sur le champ de bataille. Il a utilisé le ver de rivière pour remodeler le champ de bataille à son avantage. Il fixe donc son regard sur Gunther. Il sait que Gunther veut devenir le héros de cette expédition, le roi de guerre Gunther. Alors que Lee Jong-young se prépare à combattre, Gunther le fixe en retour et commente le feu étrange de Lee Jong-young. Même sous cette pluie, il ne s'éteindra pas. Lee Jong-young décide enfin de charger. Il n'a d'autre choix que de l'affronter de front, mais Gunther n'est pas un adversaire faible. Le contrôle du feu de Lee Jong-young blesse Gunther même sans un coup direct. Au moment où il s'en rend compte, Lee Jong-young sourit. Il voit enfin la faiblesse et lance une série d'attaques. Gunther ne peut que défendre, et Lee Jong-young en profite, le frappant avec un coup puissant. Alors que Gunther est projeté, son corps commence à trembler. Il ne comprend pas quel genre de tour cela peut être. Il se bat au bord de la rivière, où ses pouvoirs de rang a de. Lee Jong-young lui dit que lorsqu'il a franchi la porte, il était vraiment plus faible. Gunther perd son calme, demandant si un sponsor lui a donné un énorme coup de pouce en si peu de temps. Lee Jong-young dit non. Pendant que Gunther se cachait à l'arrière avec. Cela ne fait que plus confondre Gunther, et il demande ce qu'il veut dire. Lee Jong-young dit que même s'il expliquait, Gunther ne comprendrait pas, et de toute façon, cela n'a pas d'importance. Il va mourir ici. Alors,
Il ordonne au ver de rivière de le protéger, et celui-ci se déplace rapidement entre eux. Gunther rit et dit que Lee Jong-yong devient arrogant juste parce qu'il a été sponsorisé. Mais il a aussi reçu du pouvoir de cette personne mystérieuse. Il jure qu'il va lui donner une leçon et montrer la grandeur de cette personne. Mais le ver attaque si soudainement que Lee Jong-yong est pris au dépourvu. Il remarque que le monstre protège Gunther de la même manière qu'il protège sa progéniture. Alors que le ver se lève derrière, sans perdre une seconde, il se précipite à pleine vitesse et surprend Gunther. Ailleurs sur le champ de bataille, au milieu du chaos, In Chang et Yang DSU se battent aussi. Aucun des deux camps ne... Lorsque leur affrontement soulève un nuage de poussière, Yang DSU en profite pour s'approcher. Il dit à In Chang qu'elle peut encore s'agenouiller et supplier, et il l'épargnera. Il lui demande si elle pense vraiment que Lee Jong-yong peut battre Gunther, insistant sur... Mais In Chang ne plie pas. Elle lui demande ce qui lui est arrivé. Lui et son frère ont-ils oublié le serment qu'ils ont fait de protéger l'humanité ensemble? Elle lui lance cette question alors qu'ils continuent à se battre. Mettant tous leurs sentiments de retour à la montagne, le ver de rivière reste immobile, les yeux brillants de bleu, tandis que Lee Jong-yong et Gunther sont introuvables. C'est parce que Lee Jong-yong a fait un mouvement désespéré et a forcé à la fois lui. Gunther, en sueur, le traite de fou pour avoir essayé quelque chose comme ça. Mais Lee Jong-yong l'interrompt et dit que c'était son plan depuis le début. Il attendait que le ver de rivière avale Gunther. Quand un ver de rivière protège sa progéniture comme ça, et peu importe l'espèce, les vers sont secs à l'intérieur. Ce petit détail s'avère très important. Lee Jong-yong est clairement préparé pour cela. Il enfonce sa lance dans... Il explique qu'à l'intérieur de l'estomac du ver, le pouvoir de bord de rivière que Gunther a reçu de son sponsor est réduit de moitié, tandis que son propre contrôle du feu devient beaucoup plus fort. Ensuite, des messages du système apparaissent. La lance de Muspel, à cause de cela, le ver de rivière commence à brûler de l'intérieur, se tordant de douleur alors que des flammes jaillissent de sa bouche et de son corps. Les chasseurs à l'extérieur sont stupéfaits par la vue et cessent de se battre pour regarder le monstre à la... Coincé sans issue, il tombe dans le désespoir. Dans son esprit, cela ne peut pas arriver. Il était censé être roi. La panique envahit son visage alors qu'il réalise que tous ses plans, rêves et espoirs s'effondrent. Dans une rage, Lee Jong-yong ne recule pas. Il met fin à cela, enfonçant sa lance directement dans le corps de Gunther, et le brûle vivant à l'intérieur du ver. Avec la fin du combat, Lee Jong-yong pense enfin qu'il peut respirer à nouveau. Mais un message indique qu'il a absorbé l'âme d'un héros, Gunther, et le bracelet commence à briller. Cela confirme ce que Lee Jong-yong soupçonnait. L'avatar n'a pas besoin d'âme de monstre. Il a besoin d'âmes humaines, et pas n'importe quelles âmes. Celles qu'on appelle des héros. Ensuite, d'autres messages apparaissent. Le souverain de Riverside est tombé, et tout soutien de ce sponsor a été coupé. Lee Jong-yong est stupéfait. Le sponsor de Gunther vient-il de... Mais le livre du roi démon disait que les sponsors ne meurent jamais. Ensuite, un portail noir s'ouvre, et un corbeau creepy aux yeux rouges en sort. Lorsque Lee Jong-yong le remarque, le corbeau commence à parler. L'oiseau, il réalise que c'est le premier chasseur qu'il a jamais tué, pas un monstre. Il sait qu'il emprunte le chemin d'un roi démon, pas d'un homme pacifique. Mais il doit aller encore plus loin. Il prend donc sa décision. Pour changer ce monde, il supportera n'importe quel... Puis il répond au corbeau, se qualifiant de dieu démon. En entendant cela, le ciel des apocalypses accepte son choix. Et le corbeau semble satisfait. Il dit que sa réponse était intéressante et promet qu'ils se reverront bientôt. Puis il s'en va. Peu après, le ver de rivière meurt aussi. Cela déclenche une nouvelle vague de messages. Plus grande contribution, essence de l'eau, et les réalisations pour avoir chassé le ver de rivière et conquis la rivière. Les chasseurs cessent de se battre et fixent le cadavre du monstre, attendant de voir qui a survécu. Puis Lee Jong-yong sort de la brume en tant que vainqueur, faisant exploser les autres de louanges. Mais tout le monde n'est pas heureux. Yinchon l'appelle car Kuyang-so arrive. Il saute et attaque Lee Jong-yong dans une rage aveugle, le blâmant pour ce qui est arrivé à son frère et disant qu'il a tout ruiné. Il crie au sujet de tous leurs plans et est fort. Le coup est si lourd que Lee Jong-yong commence même à céder. Mais lorsque Yang-so frappe à nouveau, il frappe son bouclier dans l'estomac de Yang-so et l'envoie voler. En conséquence, Yang-so s'écrase contre un mur de falaise, mais il essaie encore de continuer. Une fois de plus, il se force à se relever pour se battre, mais Lee Jong-yong ne le laisse pas faire. Ce n'est qu'à ce moment-là que Yang-so comprend à quel point il est proche de la mort, et il reste enfin immobile. Alors que Lee Jong-yong parle, il dit que les chasseurs ont reçu du pouvoir pour protéger l'humanité dans cette crise. Des gens comme Yang-so brûlent de colère,
mais avec la lance enflammée à son cou, il ne peut pas bouger. Lee Jong-yong a déjà vu trop de sang aujourd'hui. Il ne veut pas de plus de violence inutile, alors il se détourne et dit à Yang-so de vivre dans le regret. Mais Yang-so ne... Au moment où Lee Jong-yong se détourne, Yang-so lève les yeux. Avec un regard froid, il sort une arme de son inventaire et tente de le poignarder dans le dos. Lee Jong-yong est vulnérable, mais juste avant l'attaque, In-chang apparaît. Elle se place. Enfin, les frères malfaisants reçoivent ce qu'ils méritent. Abattu par quelqu'un qu'il appelait autrefois ami. Yang-so demande comment elle a pu faire ça, mais avant qu'il ne termine, il tombe au sol et saigne. Pendant ce temps, Lee Jong-yong demande à In-chang si ça va, mais elle ne va clairement pas bien. Elle se reproche de ne pas avoir arrêté Gunther et Yang-so plus tôt, disant que cette tragédie aurait pu être évitée. Mais Lee Jong-yong lui dit qu'elle n'est pas comme eux, donc leurs péchés ne sont pas les siens. Elle jure de ne plus jamais tenir une épée et de vivre dans le repentir pour les péchés de la guilde de l'armée du Nord. Puis elle se retourne et s'éloigne. Lee Jong-yong est troublé par ces mots. Il se demande si elle envisage vraiment d'abandonner. Pour l'instant, il ne peut que regarder. Et avec tout fini, les chasseurs survivants se dirigent vers la sortie, où une foule de journalistes et de caméras les attend. Alors que les gardes de l'association les retiennent, les journalistes remarquent qu'ils voient aussi les membres restants de la guilde de l'armée du Nord à l'arrière, ce qui rend clair que l'homme à l'avant a dû mener le raid. Et puisque son visage et son nom sont encore inconnus, c'est une énorme nouvelle. Tout le monde commence à crier des questions sur ce qui s'est passé. Puis Xionggu s'approche de Lee Jong-yong et lui met une main sur l'épaule. Il dit aux journalistes que cet homme est le super nouveau C-classé dont on parle. En entendant cela, les journalistes explosent. Ce n'est pas seulement la première apparition publique du super nouveau. Pourtant, Xionggu n'a pas fini. Il dit que les chasseurs viennent de revenir d'une porte infernale et ont besoin de temps pour récupérer. Selon lui, tout le monde devrait honorer les survivants et pleurer les braves qui ne sont pas revenus. Ces mots font applaudir la foule. C'était une porte où 110 personnes sont entrées, mais seulement 39 ont survécu à cette porte spéciale. Cette perte met une expression triste sur le visage de Lee Jong-yong. Ailleurs, en conséquence, il retourne vers son maître, un homme avec un cache-œil qui est heureux de voir son corbeau Hyojin revenir. Puis le corbeau rapporte tout ce qu'il a appris sur Lee Jong-yong. Il dit qu'il savait déjà que le ver de rivière était contrôlé, et qu'il connaît. Il ajoute que Lee Jong-yong devient plus fort en chassant des monstres et s'est même appelé le dieu démon. Après avoir entendu cela, l'homme au cache-œil décide de rencontrer lui-même les survivants de l'Inrivergat pour apprendre exactement ce qui s'est passé, et il dit à son assistant Il dit aussi que la guilde de l'armée du Nord n'est plus utile et doit être effacée immédiatement. L'assistant acquiesce et dit qu'il s'en occupera par les médias. Plus tard, In-chang visite le quartier général de la guilde de l'armée du Nord. Elle se souvient de l'endroit plein de gens et de la voix de Gunther, et le vide actuel la rend visiblement triste. Elle admet qu'elle en a assez d'être chasseuse. Puis elle est approchée par d'anciens membres de la guilde. Ils lui disent qu'elle n'a rien fait de mal. Mais il ne s'arrête pas là. Il s'incline devant elle et lui demande de ne pas abandonner. Un membre dit qu'en tant que père, il veut vivre honnêtement et est prêt à payer pour les crimes commis par leur guilde. Cependant, In-chang leur dit que ce n'est pas leur fardeau. En tant que dernier, mais les anciens membres s'opposent. Ils disent qu'il y a quelque chose qu'elle ne sait toujours pas. L'un d'eux admet qu'ils sont des meurtriers, et In-chang est stupéfaite. Ailleurs, Xiang-gu rencontre Lee Zhang-yang, et pendant qu'ils boivent du soda, il lui demande s'il En fait, cela a aidé à le rendre célèbre. Depuis cet incident, Lee Zhang-yang est devenu une superstar. Cela a du sens. Un rookie qui nettoie une porte spéciale et passe du rang B au rang A, c'est sans précédent. La nouvelle de ce chasseur anciennement s'est devenue se répand partout et les gens commencent à l'appeler un outsider. Mais Xiang-gu ne pense pas que ce titre lui convienne. Pour lui, ce nom devrait aller à quelqu'un qui représente vraiment le peuple. Il dit que ce genre de titre ne convient peut-être pas à un chasseur comme lui, surtout sans faction. Pourtant, Xiang-gu est soulagé que ses interventions n'aient pas causé de problème à son ami. Puis l'ambiance change. Lee Zhang-yang décide qu'il est temps de parler de son prochain mouvement. Lee Zhang-yang précise « Comment Xiang-gu a-t-il su qu'il prévoyait d'utiliser la création de héros à son avantage ?» Apparemment, ce terme n'existe même pas à cette époque. Les gens ici pensent que les héros émergent de la volonté d'un sponsor, de la chance et du timing. Ils demandent si Lee Zhang-yang dit que les héros peuvent être fabriqués, mais cet acte ne l'impressionne pas. Lee Zhang-yang dit que Xiang-gu sait déjà ce qu'il veut dire, car il fait partie d'Asgard. Au moment où il dit cela, Xiang-gu éclate de colère, ses yeux brillent, et la pression qui émane de lui est si forte que même les balançoires à proximité commencent à bouger, et même au cache-œil le ressent. Il est pris au dépourvu par l'aura et réalise que quelque chose d'intéressant se passe. De son côté,
Xiang Gu lui dit de se calmer, puis exige de savoir comment il a découvert cela. Li Zhanyang explique que dès le moment où ils se sont rencontrés, il croyait déjà que Xiang Gu était avec Asgard. Il demande alors pourquoi Xiang Gu a continué à agir comme si la croissance de Li Zhanyang est trop rapide, et sa façon de penser montre qu'il sait des choses que les autres ignorent. Pourtant, c'est Li Zhanyang qui lui a permis de voir à travers le plan intentionnellement. Il demande pourquoi il pense qu'il a fait ça. Il veut rejoindre Asgard, le groupe secret de chasseurs puissants. Cela laisse Xiang Gu sans voix, tandis que Li Zhanyang sourit, pensant que la vraie guerre commence maintenant. Plus tard dans la nuit, Li Zhanyang appelle In Chang pour parler. Il passe les politesses et lui demande de rejoindre son côté, mais In Chang hésite. Elle dit que son rôle a pris fin à l'Un Rivergate. Maintenant, elle a perdu la guilde de l'armée du Nord, la famille en laquelle elle croyait, et avec cela, son... Li Zhanyang la coupe et lui dit qu'elle a de la valeur. Il sait ce qu'il attend. In Chang refuse de l'entendre. En colère, elle commence à trembler, disant qu'il parle, puis elle admet qu'il avait raison avant, la guilde de l'armée du Nord était nulle, et elle n'était qu'un élément de ce tas. Li Zhanyang réalise qu'il doit s'être passé quelque chose de grave pour qu'elle change autant. Alors il demande. C'est alors qu'elle révèle, au sein de la guilde, les choses étaient encore pires qu'elle ne l'imaginait. Suivant les ordres de leur leader, les membres avaient tué d'innombrables personnes, même des civils sans défense. Cela glace Li Zhanyang, tandis qu'In Chang, elle se souvient comment la guilde avait autrefois menacé un civil innocent de mentir sur Li Zhanyang, mais cela allait bien au-delà. Ils avaient secrètement tué des gens ordinaires liés à ces incidents, prouvant que le fils du maître de la guilde, Choi Yang. Pendant ce temps, Li Zhanyang réalise que la situation est pire qu'il ne le pensait. Pour quelqu'un d'aussi droit qu'In Chang, cette vérité est bien trop brutale. Si cela continue, il pourrait perdre la future tueuse. Il élabore donc rapidement un plan et lui demande ce qu'elle ferait si cela se reproduisait. Des portes sont apparues, des chasseurs se sont éveillés, et des monstres ont suivi. Comparé à des gens avec ce genre, si ce genre d'abus se produit dans une petite guilde comme l'armée du Nord, alors cela doit se produire ailleurs aussi. Il dit que ces crimes sont probablement partout, et demande si elle prévoit de les ignorer tous. Cela fait ouvrir les yeux d'In Chang. Il dit qu'il veut stopper cela et réparer ce qui ne va pas dans le monde. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre souffre comme elle souffre maintenant. Pourtant, In Chang n'est pas convaincue. Elle demande, même après avoir vu sa force et son caractère par elle-même, elle dit qu'il ne sait rien sur le pouvoir caché qui dirige ce monde. Elle évoque M au cache-œil, disant qu'avant un monstre comme lui, d'autres chasseurs sont comme des FR. Elle admet qu'elle n'est pas assez forte pour affronter quelqu'un comme ça, demandant à Li Zhanyang s'il sait vraiment comment l'arrêter et changer le monde. À ce moment critique, Li Zhanyang réalise que c'est maintenant ou jamais, et lui révèle son plus grand secret. FR, elle est stupéfaite, mais il continue comme si c'était normal. Il dit qu'un cataclysme terrible arrive, qui tuera beaucoup de gens et détruira d'innombrables choses. Quand ce jour viendra, ils auront besoin du pouvoir de l'ancien FR. Il lui rappelle que l'association les appellera bientôt, lui demande de le retrouver là-bas et de réfléchir d'ici là. Sur ce, il part, et ils rentrent tous les deux chez eux. Le lendemain matin, Li Zhanyang regarde les nouvelles, FR. Ce qui le surprend, c'est la précision du rapport. Cela lui fait se demander s'il a été préparé à l'avance, prêt à sacrifier des pions utiles dès qu'il devenait un problème. En continuant à regarder, quelque chose FR. L'avatar s'active enfin et est sur le point de naître pour de bon. Li Zhanyang est excité. Le bracelet a absorbé les âmes de Gunther et Yang Su, ainsi que le gène du golem d'eau et l'essence aquatique du ver de rivière. Puis un message FR. Plein d'attente, il appelle Yanmu, et un crâne flottant apparaît devant lui. C'est l'avatar lui-même, qui demande à son maître s'il l'a appelé. Mais au lieu d'être enthousiaste, Li Zhanyang est un peu déçu, se demandant si c'est FR. Il s'attendait à un dragon squelette, tandis que Yanmu se demande ce qui ne va pas. Au fil de la journée, Li Zhanyang continue d'entraîner ses capacités. Selon l'autobiographie du roi démon, le pouvoir magique est comme l'atmosphère. De nombreux FR, ils ont cherché des moyens de tirer le plein potentiel de la magie, le flux de mana. Mais Li Zhanyang ne peut pas encore le faire. Selon lui, la méthode du roi démon pour extraire le plus de pouvoir est difficile à reproduire car les notes sont trop vagues. FR. Quand cela frappera, les chasseurs de rang A d'aujourd'hui tomberont à environ C+. Pour survivre, Li Zhanyang doit devenir plus fort, mais c'est plus difficile qu'il ne le pensait. Puis il reçoit un message. FR. Cela fait geler Li Zhanyang, ils vont enfin se rencontrer. Stressé, il descend, et Kim le conduit au siège de l'association. En chemin, elle remarque qu'elle ne l'a jamais vu aussi nerveux, même pas quand il est en FR. Elle ne se souvient pas l'avoir déjà vu comme ça, alors pendant un instant, elle a pensé qu'il n'était même pas humain,
mais le voyant maintenant, elle change d'avis. Après tout, rencontrer le président de la FR. Elle pense que le président veut juste le rencontrer, lui et les autres survivants de la porte de la rivière Lin, pour parler de ce qu'ils ont accompli. Pas parce que Li Zhanyang a fait quelque chose de mal, mais il sait que ce n'est pas ça. Plus de 50 personnes sont mortes dans la porte de FR. Il y a une autre raison pour laquelle le président les a convoquées. Pour lui, c'est vraiment un interrogatoire déguisé. Une fois qu'elle comprend ce qu'est FR, en route, Li Zhanyang se souvient de sa dernière conversation avec Xianggu, qui lui avait dit que rejoindre Asgard n'était pas un choix qu'il pouvait faire seul. Xianggu, Heimdall parmi les 12 héros, n'était pas content de ce qu'Asgard était devenu. Cela avait FR. Lorsque le roi démon a rencontré Xianggu pour la première fois, il s'opposait déjà à Asgard mais n'avait pas d'issue. Alors le roi démon a rejoint le groupe pendant un temps, puis est parti avec Heimdall. C'est pourquoi Li Zhanyang prévoit d'entrer dans le groupe FR. Bientôt, ils arrivent, et Li Zhanyang entre dans le bureau du président. Et le président s'avère être M au cache-œil. C'est le même homme auquel l'armée du Nord a obéi, celui qui leur a dit de semer le chaos, et le même homme mentionné encore et encore. FR. C'est quelqu'un que Li Zhanyang ne peut pas ignorer. En fait, Li Zhanyang n'est même pas sûr de pouvoir le battre en ce moment. Il se salue, et le président se présente. FR. Li Zhanyang lui serre la main et donne aussi son nom, mais le président abandonne rapidement le jeu et lui demande qui il est vraiment. Avec un regard sombre, Zhang Guojin dit que Li Zhanyang sait déjà tout, donc il n'y a pas de raison de faire semblant. Il admet ouvertement FR. Puis Li Zhanyang se souvient d'une phrase du livre, ne fait confiance à rien concernant Odin. Tout ce qui le concerne est un mensonge. Pourtant, il savait déjà que Zhang Guojin était derrière tout ça, donc il réagit à peine. En voyant cela, Zhang FR. Il dit que l'homme devant lui est inhabituel. Juste après son éveil, il a tué des dizaines de gobelins et même le chef gobelin tout seul. Après avoir été sauvé, il a été classé C, mais en seulement 2 mois, il est passé au rang A. FR. Une telle croissance est sans précédent, c'est pourquoi Zhang Guojin s'y intéresse tant. Mais il a encore une question. Pourquoi Li Zhanyang a-t-il tué Gunther? Il dit que Gunther était un outil qu'il avait élevé, et il est clairement en colère. FR. Il répond qu'il a seulement tué un chasseur qui l'a attaqué, et demande si c'est un problème. Bien sûr que c'est un problème. Li Zhanyang a détruit un des pions de Zhang Guojin sans permission. FR. Ensuite, il ne tourne plus autour du pot et dit au président de l'association qu'il veut rejoindre Asgard. Cela prend Zhang Guojin au dépourvu, et il dit que Li Zhanyang est vraiment intéressant. Pour FR, Li Zhanyang dit qu'Asgard est un groupe créé par les premiers chasseurs pour sauver l'humanité. Il affirme aussi que Zhang Guojin est Odin, roi d'Asgard et leader du groupe secret. Après cela, Li Zhanyang répète sa demande, il veut entrer. FR. Selon l'autobiographie du roi démon, Odin, Zhang Guojin, avait une terrible personnalité. Son image bienveillante était fausse. Au fond, il était plus mesquin et cruel que presque tout le monde. Mais même lui, FR. Il était même prêt à traiter avec ses ennemis si cela signifiait apprendre quelque chose de nouveau. Soudain, Zhang Guojin commence à rire. Il demande comment Li Zhanyang sait tout cela. À propos FR. Il sait même que Li Zhanyang est devenu plus fort si rapidement en chassant des monstres. En le voyant s'exciter, Li Zhanyang réalise que son pari dangereux a fonctionné. Tout comme le livre l'a dit, Zhang Guojin FR. Et il y a une autre raison pour laquelle Li Zhanyang a de meilleures chances. L'œil de vérité de Zhang Guojin n'a aucun effet sur FR, mais en même temps, le ciel de l'Apocalypse n'aime pas que quiconque touche l'esprit de ses joueurs et envoie un avertissement à l'explorateur de la vérité, le sponsor de Zhang Guojin. Cela suffit à Zhang Guojin, et il accepte de laisser Li Zhanyang rejoindre Asgard. FR. D'abord, Li Zhanyang devra passer quelques tests d'entrée. Ces tests étaient censés revenir à Gunther après qu'il soit devenu un héros. Mais Zhang Guojin dit que si Li Zhanyang réussit, FR. Li Zhanyang doit subir une restriction mentale pour ne pas pouvoir parler de cette rencontre, et qu'Asgard reste caché. Sans délai, la restriction est mise en place. Après cela, FR. Là, il révèle que le ciel de l'Apocalypse a non seulement bloqué l'œil d'Odin, mais a aussi annulé la restriction mentale. Heureusement, Odin ne l'a pas remarqué. Cela fait se demander à Li Zhanyang si son sponsor peut. FR. Li Zhanyang demande si le président a demandé quelque chose d'inhabituel, mais elle dit non. Il a seulement prétendu se sentir désolé pour l'armée du Nord et ce qui s'est passé. Même ainsi, In Chang est en colère de ne pas avoir eu le courage de demander. FR. Li Zhanyang dit que le président avait initialement prévu de s'occuper d'In Chang aussi, puisqu'elle sait aussi quel genre de personne il est, mais FR. Il lui demande pourquoi elle pense cela, et elle dit qu'elle n'en a aucune idée,
car quelqu'un d'aussi puissant que le président de l'association pourrait accuser même une personne innocente comme elle. Alors Li Zhanyang explique la raison. Le président considère Yin Chang comme une menace inexistante, d'où sa présence ici. Il dit aussi que l'armée du Nord a été détruite pour avertir les autres guildes. Yin Chang éclate en larmes, réalisant c'est justement pour ça qu'elle devrait travailler avec lui, dit Li Zhanyang. Il lui annonce qu'il va changer le monde, et pour quelqu'un qui a déjà touché le fond, le rejoindre ne peut que l'aider. Yin Chang rougit et décide. Plus tard dans la nuit, il se retrouve dans leur usine abandonnée. Yin Chang demande quel est le plan. Li Zhanyang mentionne qu'elle a un sponsor à la porte de la Lin, et lui demande quelle récompense elle a reçue. Yin Chang sort une orbe et dit que son sponsor, Li Zhanyang, est ravi. C'est exactement ce qu'il espérait. Le dragon Bloodstone est extrêmement rare. Seulement 3 ont été mentionnés dans le journal du Demon King. C'était aussi l'élément clé qui a complété l'immortel Siegfried. Il lui demande si elle comprend à quel point c'est précieux, mais elle admet timidement qu'il en sait plus qu'elle. Elle insiste pour qu'il le prenne, et il finit par accepter, même si c'est étrange d'obtenir l'objet qu'il désirait. Il lui demande si elle est vraiment prête à abandonner un objet de sponsor qui pourrait l'aider plus tard. Mais Yin Chang dit que c'est un cadeau pour celui qui a cru en elle et a vu sa valeur. Li Zhanyang accepte, même si ce n'est pas un choix judicieux pour elle. Cela le laisse perplexe. Peut-être qu'elle est juste trop confiante. Une terrible erreur. Mais bon. Le ciel apocalyptique sourit en observant son sponsor. Ensuite, Li Zhanyang se rend à nouveau voir Park Jae-in. Avant de répondre, Li Zhanyang vérifie les objets de Jae-in avec sa barre d'état. Il scrute les armes exposées et est impressionné par leur force et leur fabrication. Pourtant, Jae-in dit qu'elles sont toutes inachevées. Le problème de feu dans son atelier s'est un peu amélioré. Li Zhanyang sait que c'est inévitable. Les compétences comptent, mais les matériaux aussi. Avant le cataclysme, il n'y avait tout simplement pas assez de matériaux de qualité pour un maître forgeron comme Jae-in. Puis, Li Zhanyang révèle pourquoi, dès qu'il brille, Jae-in le fixe, puis frappe la table en s'écriant, demandant ce que c'est que ce truc. Il n'a jamais vu un minéral comme ça, et il est complètement abasourdi. Li Zhanyang lui rappelle. Jae-in snob qu'un idiot complet donnerait quelque chose d'aussi précieux. Li Zhanyang ne pense qu'à une seule personne qui le ferait vraiment. Quoi qu'il en soit, il demande à emprunter le marteau de Jae-in et se dirige vers l'enclume. Jae-in semble deviner ce qu'il place le dragon Bloodstone sur l'enclume et lui dit de regarder de près. Puis il lève le marteau et renforce le coup avec son autorité. Jae-in panique et crie pour qu'il s'arrête, mais Li Zhanyang frappe quand même, fendant le Bloodstone en deux. Mais Li Zhanyang explique rapidement ce qu'il a fait. Selon lui, c'est la bonne façon d'utiliser la pierre. Le livre du Demon King dit que les dragons Bloodstone se régénèrent après avoir... Li Zhanyang demande donc à Jae-in d'attacher une moitié à la lance de Muspel avec des instructions strictes de ne pas raffiner ni altérer la pierre. L'autre moitié ira dans une grande épée. Il a choisi un modèle inspiré de l'épée magique de l'immortel Siegfried, et Jae-in il propose même de le faire gratuitement, juste pour avoir la chance de travailler avec un matériau aussi rare. Plus tard, à l'intérieur d'une porte, Yin Chang et Li Zhanyang chassent des monstres ensemble. Leurs armes améliorées. Yin Chang est ravie de sa nouvelle arme, disant qu'elle n'a jamais utilisé de grande épée auparavant, mais qu'elle se sent complètement à l'aise. Li Zhanyang lui demande combien sa pierre a récupéré, et elle dit qu'elle a atteint 2. Il suppose que Yin Chang est toujours étonné qu'il y ait un moyen d'utiliser le Bloodstone de cette façon. Elles peuvent continuer à se multiplier, ce qui la rend heureuse de l'avoir finalement donné à Li. Leur moment agréable est interrompu par des pas lourds. Il attaque immédiatement et Li Zhanyang évite de justesse. Puis il réalise qu'Yin Chang n'est pas à ses côtés. Il appelle son nom, et alors que la poussière se dissipe, elle repousse même le coup et envoie le monstre voler en arrière, laissant le boss de la porte choqué par sa force. Cela a du sens. La grande épée de l'immortel Siegfried a déjà bloqué d'innombrables attaques de dragons. Elle termine avec une frappe descendante qui fend l'ogre en deux. Lorsque le raid se termine, il se repose à l'extérieur de la porte. Li Zhanyang dit qu'il est rassurant d'avoir quelqu'un comme Yin Chang avec lui, ce qui la fait rougir. Il ajoute, comme la date limite est si proche, il veut continuer à chasser sans relâche d'ici là et à peaufiner leur travail d'équipe. C'est leur meilleure chance de survie, et Yin Chang est d'accord. Dans son cœur, Li Zhanyang se prépare pour l'épreuve d'Odin. Li Zhanyang se repose dans sa chambre, pensant à demain. Il croit qu'il et Yin Chang se sont préparés autant qu'ils le pouvaient en si peu de temps, mais Yin Chang n'a toujours pas obtenu le titre de Siegfried. Peut-être espérer l'obtenir si tôt était trop. Juste à ce moment, l'attendant est Xianggu. Il va droit au but et dit à Li Zhanyang de ne pas y aller demain. S'il le fait,
il pourrait mourir. Le risque est bien pire que celui de la porte de la Lin. En entendant cela, Li Zhanyang réalise que... Il dit qu'il a longtemps réfléchi à la façon dont Li Zhanyang connaît Asgard, pourquoi il veut y entrer et ce qu'il recherche vraiment. Mais au final, il dit que rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Je te fais confiance. Cela laisse Li Zhanyang perplexe. C'est juste son instinct, et il choisit de le suivre. Pourtant, il le prévient encore de ne pas y aller demain. Odin a déjà les yeux rivés sur Li Zhanyang, donc il entrera dans Asgard tôt ou tard, même sans ce test. Il demande à Li Zhanyang, mais Li Zhanyang refuse de reculer. Il remercie Xiang Gu de se soucier de lui, mais dit que ce n'est pas nécessaire. Quoi qu'il arrive, il reviendra vivant. Il lui reste encore trop à faire. Et puis, le jour tant attendu arrive enfin. Là, Kim les salue et les conduit. En la voyant, Li Zhanyang la félicite pour sa promotion, mais elle dit que c'est grâce à lui. Parce qu'il réussit si bien, elle a été récompensée en étant mise en charge de lui. Elle est également fière de gérer un chasseur. Elle s'incline, dit que la porte va bientôt s'ouvrir et espère qu'ils reviendront tous les deux sains et saufs avant de partir. Même In Chang est impressionné par le comportement cool de Kim. Pourtant, Li Zhanyang et In Chang atteignent bientôt la porte de Londres, où un membre... De plus, il s'avère que Li Zhanyang parle très bien anglais. Cela fait qu'In Chang lui fait encore plus confiance. Mais la raison est sombre. Dans le futur, si tu ne parles pas anglais, les gens te traitent à peine comme une personne. Donc, il mentionne aussi une fête pour les chasseurs rassemblés pour l'expédition de la porte et suggère que l'équipe coréenne devrait y assister. Alors, cette nuit-là, ils y vont. In Chang râle de ne pas connaître l'anglais. Elle veut savoir ce que les gens... Certains les accueillent, mais d'autres font des commentaires racistes. Puis, un homme énorme bouscule quelqu'un. Sa taille seule fait peur à la salle. Il fixe les chasseurs coréens et demande si ce sont les deux. Il commence immédiatement à insulter In Chang et Li Zhanyang, et même eux se figent un instant devant sa carrure. Li Zhanyang explique alors qu'en plus d'Asgard, il existe d'autres groupes secrets cachés dans le monde. Ils se battent pour des choses comme les rites de porte. Ce qui était censé protéger l'humanité s'est transformé en groupes rivaux essayant de se surpasser. Ce tour de la bataille des héros était censé avoir Gunther, qui a gagné le titre de héros à la porte de la Lin. Et d'après ce qu'il sait, même Gunther n'est pas à la hauteur de ce géant, ce qui le fait se demander si l'histoire a encore changé. De retour à la fête, le géant devient plus en colère lorsque Li Zhanyang reste silencieux, mais un homme bien habillé derrière lui dit de s'arrêter. Après avoir présenté ses excuses pour son partenaire, il se présente comme Georges, alias Odysseux. Cela choque encore plus Li Zhanyang. C'est Odysseux? Même dans l'autobiographie du Demon King, l'homme se présente comme Démétrius, alias Hercule, celui qui tue Odysseux dans le futur, et tend la main avec un sourire sournois. On dirait qu'il veut écraser la main de Li Zhanyang. Mais Li Zhanyang intervient et saisit la main d'Hercule, lui disant de... Li Zhanyang refuse cette excuse. Démétrius est amusé, ne s'attendant pas à ce que quelqu'un le défie ainsi. Les deux se lancent dans un test de force. Georges est stupéfait de voir Li Zhanyang se mesurer au chasseur le plus fort. Lorsqu'elle se reprend, elle réalise qu'elle a la main cassée. Démétrius rit, ravi, et dit qu'il y a peut-être quelqu'un ici de plus prometteur que l'outsider. Puis il ajoute qu'il veut revoir les chasseurs coréens. Georges s'excuse encore, et ensuite, les deux quittent la fête. Li Zhanyang voit qu'un champ est en mauvais état et lui demande si ça va. Elle ne va clairement pas bien. En buvant une potion, elle demande s'il doit vraiment battre quelqu'un comme Démétrius. Pourtant, il sait qu'ils ne peuvent pas gagner par des moyens normaux. Selon le livre, Hercule était un monstre imparable. Mais il avait aussi une grande faiblesse qui l'empêchait de régner sur le monde. Les jours passent, et chaque jour, mais Li Zhanyang et un champ évitent les fêtes et continuent de faire des raids. Un homme en costume les conduit à une autre porte, louant leur détermination tout en les avertissant de garder de l'énergie pour la suite. Malgré tout, ils entrent pendant qu'il a... À l'intérieur, Li Zhanyang dit qu'ils continueront jusqu'à obtenir ce dont ils ont besoin, et un champ acquiesce. Il expose le plan. Ils s'entraîneront comme en Corée, axés sur la défense. Car même avec toutes ses compétences, il ne peut pas encaisser. Li Zhanyang s'enfonce plus profondément dans la porte et lui dit d'attendre là. Seul, un champ pense à comment la culpabilité la rendait autrefois agitée. Maintenant, elle se sent beaucoup plus calme, et même les messages de son sponsor se sont améliorés. Un peu plus tard, il revient en courant. La raison est évidente. Des dizaines d'ogres le poursuivent, y compris le boss à deux têtes. En voyant cette horde, un champ panique et il commence à courir. Mais ce n'était pas le plan. Li Zhanyang lui dit de... Il lui fait confiance et dit qu'elle peut encaisser leur coup.
Choisissant de le croire, un Chan se retourne et charge droit dans les ogres. Pour l'aider, Lee Sang-yom invoque son avatar, Yunmu, et lui ordonne d'utiliser des potions si elle est en danger. Cela fait le morceau caché qui peut l'aider à battre Hercule. Usant de son autorité, il déchire les autres ogres. Puis, à travers les flammes, il le trouve enfin. Le morceau caché dans les portes de la tribu d'ogres Béranque. Ce monstre peut ignorer l'autorité du feu juste en le traversant. Il ne peut pas utiliser de magie, mais sa nature brutale et sa puissance lui ont valu le futur nom de mage ogre aux yeux rouges. Pendant ce temps, en Corée, dès son arrivée, il crie à Zhang Yojin, lui demandant ce qu'il essaie de faire. L'assistant tente de calmer Xionggu en disant qu'il ne peut pas agir ainsi ici. Mais Zhang Yojin dit que ça va et envoie l'assistant dehors pour qu'il puisse parler seul. En colère, il demande à Xionggu ce qu'il pense faire, mais au lieu de répondre, Xionggu rétorque par une question. « Tu savais tout depuis le début ?» Zhang Yojin fait l'innocent et dit qu'il n'a aucune idée de ce dont parle le maître de la guilde. Cela pousse, avec un profond soupir, le président crée une barrière autour d'eux et dit qu'ils peuvent maintenant parler correctement. Il ajoute que ce n'est pas la salle de réunion d'Asgard et demande si Xionggu compte ignorer les règles. Il demande pourquoi Zhang Yojin se soucie des règles secondaires alors que la première règle d'Asgard, aider l'humanité à survivre, a été ignorée si longtemps. Cela met Han Yojin en colère, et il exige de savoir. Xionggu dit qu'il aurait peut-être essayé si les leçons pouvaient le changer, mais il semble que le président n'ait aucun intérêt à écouter. Ces mots poussent Yojin à bout, et il se lève en colère. Pourtant, Xionggu l'arrête avec une phrase. C'est Hercule. Xionggu explique qu'Hercule participe à ce tour de la bataille des grands guerriers. Yojin est stupéfait. C'est la première fois qu'il en entend parler. Pour autant qu'il sache, Asgard avait déjà promis la victoire dans ce tour, alors il se... En voyant sa réaction, Xionggu réalise que les choses sont pires qu'il ne le pensait. Il supposait que Lee Jong-yong avait été envoyé là-bas en sachant qu'Hercule se joindrait, mais Han Yojin ne le savait. Il demande si Zhang Yojin va vraiment laisser Lee Jong-yong mourir ainsi, et s'il se soucie même de lui. Essayant de le sauver, Xionggu propose d'y aller lui-même et de s'occuper de l'ogre. Mais Yojin dit qu'il n'y a pas besoin de paniquer. Il n'a pas l'intention de laisser Lee Jong-yong mourir. Yojin explique qu'il a déjà placé une restriction mentale sur Lee Jong-yong, donc s'il est jamais en danger, le signal lui parvient immédiatement. Et il ajoute qu'Olympe a maintenant rompu leur accord, lui donnant la raison parfaite de commencer une guerre. Il commence à penser que Yojin a peut-être vu cela venir. Il note également que mettre cette restriction sur Lee Jong-yong était insensé, mais maintenant cela pourrait l'aider. Pourtant, il ne peut pas se défaire. Ce qu'Odin et Andel ne savent pas, c'est que la restriction mentale sur Lee Jong-yong a déjà été effacée par le ciel de l'Apocalypse. À l'intérieur de la porte, le mage ogre aux yeux rouges cherche frénétiquement à travers les flammes. Pendant ce temps, Lee Jong-yong se cache. Il trouve bientôt un minerai rouge brillant, la chose qu'il cherchait vraiment. Pour lui, cette pierre est ce qui a permis à l'ogre d'évoluer en mage ogre. Il dit que ce minerai sera une pièce clé dans son combat contre Hercule. Mais il n'a pas le temps de respirer. Alors que le monstre se dresse au-dessus de lui dans une rage, Lee Jong-yong réalise qu'il a fait une erreur. Heureusement, il utilise un écran de fumée pour prendre un peu de distance. Mais le mage ogre le rattrape rapidement, le laissant désespéré. Puis l'ogre saute et s'écrase violemment. Maintenant, Lee Jong-yong n'a d'autre choix que de l'affronter de front. Il dit qu'il voulait éviter de gaspiller de l'énergie avant de combattre Hercule, mais maintenant il doit s'engager. Le mage ogre lance un coup puissant, mais juste avant qu'il ne se heurte, un message apparaît. Quelqu'un a franchi la porte. Heureusement, l'ogre se transforme en une forme fantomatique bleue et disparaît, faisant réaliser à Lee Jong-yong à quel point il était proche. Il dit que ce blessé là aurait pu le mettre dans de... De retour à Londres, l'attente continue. Là, Hercule et Ulysse se tiennent ensemble. Hercule fait remarquer que les chasseurs coréens ne se sont pas montrés depuis le premier jour. Et Ulysse, il veut visiter une porte et se défouler, mais Ulysse s'y oppose. Il ne veut pas d'un autre mal de tête à cause de lui. Puis il révèle quelque chose d'important. Hercule est venu ici contre les ordres de l'Olympe. Pourtant, Hercule dit qu'il n'avait pas le choix. À cause de ce qui s'est passé, Thésée, celui qui devait venir avec Ulysse, a fini à l'hôpital. Ulysse l'a caché, et jusqu'à présent, ils ont réussi parce qu'Hercule est apparu le premier jour. Bientôt, quelqu'un de l'Olympe devrait arriver pour punir Hercule, il protégera son ami, peu importe qui vient. Puis il mentionne un chant, disant qu'elle semble assez capable, mais Hercule respecte très peu de combattants. Donc le fait qu'il soit excité à l'idée d'affronter l'outsider et son partenaire, le lendemain à l'hôtel, Lee Jong-yong et un chant sont assis dans leur chambre. Un chant demande s'il va encore chasser et si elle devrait venir aussi. Mais Lee Jong-yong lui dit non, elle ne s'est pas encore complètement remise du combat d'hier.
Bien sûr, à cause des frasques de Lee Jong-yong, elle a acquis un trait rare qui booste sa croissance constitutionnelle et sa résistance physique. Il plaisante même en disant qu'il pourrait le faire une fois de plus. Cela rend un champ flatté, et elle essaie de faire semblant. Alors, que s'est-il vraiment passé la nuit dernière? Lee Jong-yong dit qu'il ne faisait que plaisanter, lui dit de se reposer, et part seul. Un champ finit par accepter, mais lui dit d'appeler si quelque chose. Il cherche quelqu'un de spécifique, mais comme il ne peut pas les trouver directement, il décide de suivre la présence magique la plus forte à proximité. Cela le mène exactement au magasin qu'il voulait, et il entre, où une fille aux cheveux orange l'accueille. Elle lui semble étrangement familière. La propriétaire du magasin lui demande chaleureusement ce qui l'amène de si loin, peut-être une potion spéciale ou une arme. Mais au lieu de cela, Lee Jong-yong lui demande si elle est une certaine personne. En entendant, elle demande qui il est, disant qu'il ne peut pas être une bonne nouvelle alors qu'elle vient juste d'ouvrir boutique ici. Lee Jong-yong répond avec sarcasme. Il révèle qu'elle est la sœur cadette de Brock, aussi connue sous le nom de Park Jae-in, le plus grand forgeron. Dans le futur, elle obtient le titre de forgeron. Lee Jong-yong lui demande de modifier son arme, et une semaine plus tard, elle termine. Il lui a demandé de faire fondre le minerai rouge de la porte de la tribu au bras et de recouvrir la lance de. Elle dit qu'elle a quitté la Corée, et son frère inutile, et est venue à Londres espérant trouver des matériaux aussi bons. Pourtant, elle n'a jamais vu quoi que ce soit comme ce que Lee Jong-yong lui a apporté. Même l'Olympe n'avait pas de matériaux de ce niveau. Malgré tout, Lee Jong-yong lui dit simplement de revenir en Corée. Il dit que si elle veut des minéraux rares, la Corée l'aidera bien plus que l'Angleterre, surtout tant qu'il est là. Cela la laisse stupéfaite. Dans son esprit, Lee Jong-yong, mais Ho-jin ne fait toujours pas confiance à cet étranger. Elle demande s'il dit vraiment qu'il peut obtenir des matériaux même que l'Olympe ne peut pas, et l'appelle arrogant. Mais sa confiance est exactement ce qui éveille son intérêt. Bientôt, là, un champ demande s'ils devront combattre chaque chasseur présent. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Certaines personnes ne se soucient pas de gagner, et franchir la porte en premier compte aussi. Cela rassure un peu un champ, car cela devrait signifier. Puis, Hercule et Ulysse arrivent. Rien que la présence d'Hercule met tout le monde en tension et les fait le fixer. Cela l'agace, et il commence à s'en prendre aux autres participants. Mais Ulysse le calme. Ensuite, il redit. En voyant ce regard, Hercule s'excite à l'idée de ce qui va arriver. Après un bref salut avec Lee Jong-yong, les chasseurs entrent dans la porte. Pourtant, quelque chose semble mal. Avant d'entrer, malgré tout, après avoir donné cet avertissement, Lee Jong-yong franchit la porte de Katadan. Dès qu'ils entrent, une énorme explosion les accueille. Un champ, bien qu'elle ne soit pas touchée directement, comme FR, elle s'élance à toute vitesse, mais s'arrête en trouvant un chasseur gravement blessé. Ne pouvant l'ignorer, elle tente de le sauver avec une potion, mais c'est trop tard. Il meurt devant elle. Puis, une autre attaque féroce arrive. Elle bloque à FR. Ce coup terrifiant vient d'Hercule, impressionné par sa force. « Je suis content d'être là », dit-il en faisant face à un champ. Le chaos éclate alors. Au début du combat, un champ et Hercule se donnent à fond. Hercule lance un coup brutal. FR. En se retournant, elle voit que la zone derrière elle a été détruite. Hercule continue d'attaquer et de la railler. Cette fois, un champ bloque le coup avec sa grande épée. FR. Malgré la force incroyable d'Hercule qui secoue tout son corps, un champ bloque grâce à son entraînement. Puis, elle abaisse sa posture, prête à foncer. C'est son tour, mais Hercule ne la laisse pas faire. FR. Pour lui, cela signifie qu'elle a le droit de subir un coup spécial qu'il réserve aux adversaires dignes. Il se renforce et commence Savage Beast, mais une boule de feu le frappe soudainement en plein charge. Un champ se fige et se retourne pour voir qui a fait ça. FR. Il arrive par derrière et lui dit qu'ils doivent se retirer pour l'instant. Il quitte alors le combat en courant. Hercule sort des flammes, presque indemne, juste agacé. Plus tard, Lee Jong-yong et un champ se cachent et FR. Un champ dit qu'à peine entré, une explosion a retenti et de nombreux chasseurs sont morts sur le coup. Elle n'arrive toujours pas à comprendre jusqu'à ce que Lee Jong-yong explique la vérité. C'était une embuscade, mais pas de la part de ceux qu'elle pensait. Hercule, FR. Bien sûr, il n'avait aucune chance contre le prétendu chasseur le plus fort, et Hercule est devenu fou après ça. Lee Jong-yong avait déjà deviné que cela pourrait arriver, d'où son ordre à un champ de fuir. Pourtant, un tiers des chasseurs, FR. Elle admet qu'il n'y a aucune chance qu'elle survive à la dernière attaque d'Hercule de front. Lee Jong-yong dit que leur premier objectif est simple, survivre à cette porte de rang A. Puis, il sort ses armes et se tourne pour trouver une meute de lions de Katadan, tous des monstres. FR. Ils éliminent la meute,
puis Li Jongyong envoie Yunmu en reconnaissance. Yunmu revient sans signe d'autres chasseurs à proximité. Pendant ce temps, un champ commence à enterrer les monstres qu'ils ont tués. En la regardant, une fois terminé, un champ demande quel est le plan. Comme l'a dit Li Jongyong, il y a deux façons de gagner, nettoyer la porte ou tuer les autres chasseurs. Elle demande laquelle ils choisiront, mais même lui hésite. Le boss de rang a pour être. Pourtant, le dieu démon a déjà un plan. Il dit qu'ils vont s'attaquer aux deux. Cela laisse un champ sans voix. Puis, Yunmu apparaît et signale 3 chasseurs à proximité. Li Jongyong dit que ce sont ceux qui ont tendu une embuscade à Hercule, et il dit à un champ de se préparer. Pendant ce temps, Ulysse et Hercule ont déjà capturé ces 3 chasseurs tatoués en suivant la trace de flamme de Li